tous les soirs, donc on C'est était bon. hyper rodés, mais là on est moins. Ça y est, on est en live, je pense. Ça va, Allez, allez. Anne? Oui, bonjour Vanessa, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. On a pris quelques bains, on a fait un peu de paddle, on a essayé d'orienter par contre un peu les gens parce qu'on ne savait pas si les plages, elles refermaient, elles réouvraient, si on pouvait aller au Glénan, si on ne pouvait pas aller au Glénan. Mais en tout cas, on a un message des Glénans, c'est que si les plages au Glénan sont fermées, non, ce n'est pas la faute des oiseaux, ni la faute des requins, ni la faute, comment dire, des phoques, puisque donc nous avons des phoques au Glénan en ce moment. Mais non, c'est une décision préfectorale. Voilà, pour faire respirer peut-être l'archipel, mais en tout cas, hein, Bretagne Nature nous a quand même bien expliqué qu'on aurait pu, en mettant des services civiques et puis des petits enclos, faire que les gens aillent aussi sur les plages et qu'ils puissent bien évidemment cohabiter avec le gravelot, avec les sternes, avec les requins, avec les phoques, même si bien évidemment il ne faut pas aller embêter les animaux sauvages qui se sont un peu installés pendant ce confinement. Voilà. Et Mais toi, il n'est peut-être pas trop tard, Vanessa. On va essayer de pourquoi? faire quelque chose pour la semaine prochaine pour les Glénans. Ah, bah ça, on verra. Ce n'est pas de notre pouvoir, hein. C'est un Non, c'est arrêté sûr. préfectoral. Donc, tenons-nous tous quand même bien à carreau et on Oui. pourra continuer à profiter de nos plages. Voilà, statique, dynamique aussi, là aussi, hein, c'est un peu flou. Il faut vraiment regarder tous les panneaux, bien lire entre les lignes. Voilà, moi j'ai fait un peu de statique. Et toi, Vanessa? Moi, j'ai fait du statique et du dynamique puisque à Fouesnant-les-Glénans, donc nous avons le droit au statique et au dynamique. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des deux, mais donc j'ai fait aussi du paddle aujourd'hui et donc j'ai paddlé avec le phoque de Mousterlin. À distance, bien évidemment, parce que moi, dès que je le vois, je vais un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a vu des gens se rapprocher quand même des oiseaux sur les rochers. Bon, laissons-les peinards, en fait, tranquilles. Par contre, pour les plongeurs, c'est la fête des araignées, si j'ai bien compris l'histoire. Donc, Anne, on se fait un petit récap. C'est quoi, c'est qui la Big Make Paddle Cup? Pourquoi est-ce qu'on fait des lives? Où on en est? Qui on est? Ah, alors je ne sais pas le combienième live c'est. Ça fait un petit paquet de lives. La Big Mike Paddle Cup, c'est une course, une race hein, de paddle à la base. Et on fait aussi beaucoup d'événements durant l'année pour sensibiliser à l'océan, pour nettoyer les plages. Voilà. Et puis là, depuis le confinement, en fait, depuis le Covid-19, on a fait plusieurs lives pour la réouverture du littoral. Voilà, Voilà, avec donc beaucoup d'invités. Ok, et on a été, donc selon France 3, l'épicentre de la lutte, rendez-nous la mer, et on est content, on a gagné. Donc en fait, ça, c'est bien, ça veut dire que quand on fait des actions qui sont justes, eh ben, elles peuvent être, comment dire, gagnantes. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que lors du déconfinement, eh ben, il y avait eu quelques couacs, puisque par exemple à Erdéven, salut les copains d'Erdéven, parce qu'on nous regarde là-bas en différé à ce qu'on m'a dit, il y a des plages qui ont refermé, la grande plage de Querillo, à Crozon aussi, parce qu'il y a eu des incivilités, hein, il y a, je ne sais pas, une trentaine de personnes qui ont pris les barrières comme ça et puis qui sont allées sur la plage. Donc voilà, entre le problème du bien commun, de la liberté, tout ça, ça a l'air d'être un peu difficile à accepter. Mais ce qu'on a vu aussi, et ça a un peu affolé la toile, c'était des photos, on va dire, un peu éco-trash de poubelles, de gens qui sont allés pique-niquer à côté des plages et qui ont laissé tout leur détritus. Donc nous, à Clerouze, on a pu voir quelques masques aussi, avec les papiers toilettes. Les papiers toilettes, hein, les gens, souvent, ils vont faire leurs besoins et puis ils ne les ramassent pas. Bon, je sais pas, prenez un sac plastique, mettez-les dedans et repartez avec. C'est quand même simple, quoi. Voilà. Donc, nous, en fait, on s'est dit, mais qui donc a pris cette photo où on voyait quand même donc des poubelles près de Locmaria? Et en fait, on a retrouvé son auteur dès lundi soir. Et en fait, je crois que depuis, il y a eu pareil des reportages France 3 et tout ça. Donc voilà, on va parler à monsieur Alain Crivelli. Alain, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous voit maintenant? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Alors, comment ça va, Alain? Eh ben, écoutez, ça va un peu mieux. À part que nos plages sont fermées, ont été refermées, pas suite à cet événement, mais suite à beaucoup d'incivilités qui a été ingérable.
Donc c'est vrai que c'est un gros souci actuellement parce que entre les gens qui sont incivils et d'autres qui veulent protéger la nature, c'est pas simple. Voilà. Mais j'oserais dire que c'est pas d'aujourd'hui. Le confinement n'a fait qu'accélérer les choses. Ça fait assez longtemps quand même qu'on voit des incivilités sur les plages, hein, et les photos que j'ai prises, j'aurais peut-être pu les prendre il y a un an, hein. Ça n'aurait pas changé grand-chose. D'accord. Donc, vous, la photo que vous avez prise, normalement, on l'avait, hein. C'est-à-dire, Jean-Marc, je ne sais pas si tu peux nous la mettre, cette photo. Mais en fait, bon, bah, c'est des photos de quoi? C'est de. Bah, voilà. Donc, c'est-à-dire, ça, vous avez pris. On a été déconfinés, c'était le dimanche de déconfinement, c'est-à-dire c'était lundi matin. Bon, bien sûr, on peut se dire, bah, qu'a fait la mairie? Elle n'a rien ramassé. Bah, effectivement, la mairie ramasse tous les jours et pas le dimanche parce qu'on ne peut pas faire travailler les gens 24 heures sur 24, d'autant que ça a dû être fait dans la nuit vu le nombre de bières. Et le matin, ça a été nettoyé. J'ai pris tout de suite la photo du nettoyage fait, mais aussi, on avait un conteneur de 50 mètres cubes à 20 mètres. Donc, c'était vraiment pas le dilemme de dire est-ce que les poubelles sont assez suffisantes ou pas. C'était vraiment un m'en foutiste et ça, c'est un peu désolant parce qu'un jour de tempête comme ça, tout était dans la mer. Et là, on a été un petit peu plus peiné, quoi, je pense. D'accord. Ouais, donc il y avait des poubelles beaucoup plus grandes juste derrière, sans code. Et il y avait trois conteneurs de 50 mètres cubes enterrés, ouverts et gratuits. Donc là, c'est vraiment de l'incivilité, enfin bon, Voilà. on va dire éco-trash, du rien à foutre. Ok, et donc pourquoi donc la plage de Locmaria alors a fermé? Elle est due à quel genre d'incivilité? Alors, c'est pas que des incivilités comme ça écolo, c'est dû à quoi? Non. En fait, on a ouvert la plage le jeudi et le week-end a été assez abondant. Ça a commencé à monter en puissance. On a la marée. C'est pas une grande plage. C'est sûr que sur une grande plage, on a moins cette problématique on va dire, des distances, etc. Mais là, on a commencé à voir la veille de l'ascension, le mercredi, de nombre de gens qui sont arrivés. Bon, c'est vrai qu'on a une plage très référencée de Brestois, c'est-à-dire qu'on est à 17 km de Brest, et que tous les Brestois en général viennent sur nos plages, ce qui est normal, hein, c'est la première plage un peu accessible. Mais là, ils sont arrivés en masse, tout le monde s'est lâché un petit peu, on avait des chiens, on avait des gens qui étaient sur la plage du matin au soir avec du pique-nique sur la plage qui était strictement interdit. La marée est montée et automatiquement la plage a été réduite de 3/4 et elle est interdite quand la marée monte. La gendarmerie est arrivée, on a vu une vidéo d'ailleurs du télégramme prise ce jour-là et ça a été on va dire, open space et tout le monde était les uns sur les autres sans aucune protection. Et la préfecture a appelé, averti par la gendarmerie, a appelé directement notre maire et a demandé la fermeture des plages, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a réalisé rapidement. Alors, suite à ça, on a tout de suite cherché d'autres solutions. On a redemandé tout de suite le lendemain de pouvoir réouvrir, on va dire, même plus en statique ou en dynamique, faire un couloir de façon que les gens partent du parking et puissent descendre, se changer dans leur voiture, descendre, se baigner, faire du surf, parce qu'on a une plage très primée à Locmaria Pouzané de surf. Et voilà, donc on attend la réponse, mais ça devrait être cette option-là qui va être retenue pour l'instant, en attendant en juillet-août, qui nous inquiète un peu quand même. D'accord. Et est-ce que vous aviez, parce que nous, on a fait une charte de la plage dynamique où on avait conseillé de mettre vraiment, comment dire, des bénévoles d'associations, vraiment plusieurs personnes pour faire de l'information, régulation, de mettre une place de parking sur deux, parce que nous, bon, c'est vrai qu'on s'était dit peut-être qu'il y aura un manque de civisme, même si on ne pensait pas que ce serait aussi rapide. Est-ce que en fait, la mairie avait quand même essayé déjà de mettre peut-être ce qu'on appelait, nous, les informateurs régulateurs, qui pouvaient être des membres d'associations, que ce soit écologiques, sportives, ou par exemple, nous, on a la chance d'avoir un festival de musique, donc ici, donc des gens qui sont habitués à gérer les arrivages sur les parkings pour éviter en fait ces afflux de personnes, on va dire, un petit peu hirsutes des villes et qui connaissent un peu moins les bords de mer, les sirènes et tout ça. Alors oui, effectivement, c'était une très bonne solution, sauf que dans l'urgence des réouvertures des plages, on n'a pas eu le temps de le mettre en place, on devait le mettre en place pour le week-end de l'Ascension, on a été fermé entre-temps.
Effectivement, c'est une option, on va dire, très envisagée parce que malheureusement, on comptait sur le civisme des gens, malheureusement, je dirais. Voilà, on a fait confiance, on s'est dit, les gens, ils n'ont pas envie que les plages referment, donc ils vont faire attention, puis ça n'a pas été le cas, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai été sur un marché dimanche dernier, et en rentrant sur le marché, il y avait des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont dit, monsieur, lavez-vous les mains, respectez les distances de sécurité. Et j'ai trouvé ça très bien, avec des barrières. Certes, ça fait un petit peu vraiment trop de contrôle, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dans un monde où les gens ont besoin de contrôle. Malheureusement, si on ne met pas de PV, par exemple, eh ben, ils ne vont pas faire les choses. Donc voilà, on a compté sur le civisme des gens. Maintenant, on va compter sur l'incivilité des gens et puis prévoir en fonction de ça. Ok. Anne, une petite question ou pas? Parce que est-ce que vraiment, nous, on avait plutôt accentué sur le côté pédagogie, hein, éducation, oui, pédagogie. oui, on était plutôt dans les informateurs, régulateurs, mais voilà, parce qu'on se dit toujours que quand on fait des réflexions aux gens, ils le prennent mal parce qu'ils se sentent agressés, mais en fait, souvent, quand il y a des gens qui sont là pour informer, qui expliquent pourquoi il ne faut pas marcher sur une dune, bon, après, c'est vrai qu'on a un peu du mal à se dire, bon, pourquoi tu laisses tes bières, vas-y, mets-les dans ton coffre et dans une caisse, quoi. C'est pas très compliqué, ou ton McDo, déjà, voilà, le laisse pas comme ça. Mais bon, s'il faut le faire, il faut essayer d'expliciter peut-être toute la ligne. Voilà. Après, on sait aussi que les gens ont été voilà, confinés 2 mois. On avait des petits papiers à remplir et qu'il y a une espèce de trop-plein, à mon avis, de rigueur et de contrôle, et qui fait qu'il y a une espèce de peut-être désir de liberté et un peu de je m'en foutisme qui ressort, je ne sais pas. Les rebelles. C'est clair que la prévention est très importante. Maintenant, il faut avoir du monde aussi. Il faut que les associations viennent. En ce temps de déconfinement, c'est vrai que les associations ne tapent pas au portillon parce que c'est un peu dangereux encore pour l'instant de revoir. Et donc, il faut mettre tout ça en place. Il faut trouver des bénévoles. Bon, nous, moi, actuellement, je suis élu depuis hier nouvellement. Donc, je vais aussi m'occuper de ça. Et comme je m'occupe de la communication, on va essayer de. Moi, je pense qu'il y a déjà un devoir sur les plages. Ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on a mis des arrêtés où tout a été écrit, mais personne ne les a lus. Donc, on va essayer de faire des panneaux avec des gros pictos qui vont dire interdiction de manger, interdiction de se baigner, interdiction, etc. Enfin, voilà. Et déjà, ça, c'est une première chose parce que les gens, s'il n'y a personne, au moins, ils auront ces pictos-là qui leur rappelleront les gestes. Au moins du moins dans cette période un peu plus compliquée, et surtout à l'approche de juillet-août, qui est quand même des plages très prisées chez nous, d'autant plus que les gens ne vont pas pouvoir partir ailleurs, ils vont rester en Bretagne. Donc je pense que sans incriminer les Brestois, ça sera leur plage, donc ils vont venir en masse. Et il va falloir vraiment mettre des choses en place pour pas qu'on se retrouve encore dans une fermeture draconienne, quoi. D'accord. Bon, après, on verra aussi comment la maladie aura évolué, sûrement. Mais en tout cas, un mot à nos copains de Brest même, comme on dit. Hein, bon, civisme, respectons la plage, voilà, c'est-à-dire même en tout temps qu'il y ait maladie, pas maladie, en fait, la plage et l'océan, voilà, il faut les respecter toute l'année. Voilà, alors on va, merci beaucoup. Anne, une petite question peut-être à Alain. Pardon? Non, je demande si Anne veut donner une petite question à Alain. Non, moi je voulais juste dire, voilà, là c'est hors du virus en fait, c'est vraiment la pollution qui fait refermer, le comportement qui fait refermer, donc voilà, c'est… Non, en fait, la plage n'a pas été refermée par rapport à ma photo, hein, loin de là. Hein. Elle a bien été refermée pour l'incivilité. Alors, l'incivilité fait partie de… Parce que là, en fait, la photo que vous avez vue, elle n'est pas sur la plage. Hein. Elle est à 50 mètres de la plage sur un sentier. Non, c'est bien l'incivilité des gens qui a fait fermer les plages. Ça, je vous le dis, on le vit toute l'année. Le soir, les jeunes, la plage, c'est sympa. Voilà, on le vit toute l'année, un peu plus en ce moment, voilà. Mais c'est pas ça qui a vraiment fermé. La photo a fait le tour de tous les journaux, télé. Encore hier soir sur France 2, 20h, parce que le thème, c'était vraiment comment on peut éduquer les gens à respecter nos plages toute l'année. Je dis bien toute l'année, et pas seulement pendant cette période un petit peu difficile pour tout le monde, quoi. Voilà. Ok, merci. Alors, on va passer sur Philippe de l'association La Forêt Verte. Philippe, est-ce que tu es parmi nous? Oui, il est là. Oui, je suis là. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Philippe, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, toi, t'en penses quoi d'enquiquiner un peu ou de trop de contrôle? C'est quoi ta position à toi?
Enfin, moi, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus sur le mode pédagogique, sur le mode alors, convaincre les gens, faire appel à leur civisme, à leur bon sens, à leur compréhension. Bon, comme je veux dire, des incivilités, comme le disait l'intervenant précédent, les incivilités comme ça, il y en a toute l'année, et puis ça date pas de cette année. Nous, à la Forêt Verte, on fait nettoyage des rivages depuis des années, et bon, il y a encore quelques semaines, on a ramassé sur une petite crique près de la plage de Kerlivine une soixantaine de bouteilles de bière qui avaient été laissées. Donc, c'est exactement la même chose qui était dénoncée ailleurs. Donc ça, c'est pas nouveau. Honnêtement, j'ai pas de solution à ça. Bah, alors moi, je ne vais pas dire qu'on a une solution, mais c'est vrai que en fait, quand même, à la décharge des jeunes, parce que souvent ce sont des jeunes, c'est-à-dire que s'il y avait plus d'endroits pour aller danser et s'éclater, ils iraient peut-être aussi un peu moins sur la plage. C'est-à-dire que ces pauvres jeunes à qui on ampute quand même leur avenir, qui ont été confinés et qui, c'est sûr, ils n'ont pas laissé leur bouteille de bière ni leur cigarette, mais c'est sûr que s'il y avait un peu plus de discothèques comme avant, ils iraient peut-être danser plutôt que de fumer des cigarettes ou de jouer de la guitare sur la plage. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai eu 20 ans aussi à une certaine époque et j'allais sur les mêmes plages. Hein. Je pense on peut aller sur la plage faire la fête. On n'est pas obligé de laisser un champ de bataille après notre départ, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque d'exemples dans le sens où, en fait, on se dit, quand on voit les gros pollueurs qu'il y a actuellement, les grandes entreprises et qui s'en sortent toujours sans rien, ben, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y en ait qui se disent bon, ben, fuck the world, quoi. On ne sauve pas le climat. Par contre, moi, il faut que je fasse le tri sélectif. Ça m'emmerde un peu. Ouais, non, mais non, enfin, non, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Non, enfin bref, je pense que c'est pas le sujet du moment, je pense. C'est un sujet qui est permanent et là, c'est depuis longtemps. Encore une fois, je n'ai pas la solution. Ce matin, on était encore tous les membres de la Forêt Verte à nettoyer l'anse de la forêt Fouesnant. On est ressorti avec une grosse cinquantaine de kilos de détritus qu'on a collectés juste en faisant le tour de l'anse de la forêt, en longeant le golfe au nord et en longeant la corniche de la forêt jusqu'à la passerelle. Donc, ça fait 2 petits kilomètres, hein, 2 petits kilomètres de côte et on a ramassé, je dis, une grosse cinquantaine de kilos de détritus. Donc, c'est-à-dire, tout ce genre d'incivilités, elles sont permanentes, elles sont pénibles, elles sont difficiles à vivre, mais je pense que ça n'a rien à voir avec les 2 mois de confinement qu'on vient de vivre. Peut-être qu'il y a eu un moment, un petit sursaut on s'éclate un petit peu plus au moment du déconfinement, mais c'est à peine plus que d'habitude. Donc, je pense que ce n'est pas le sujet du moment. Voilà. C'est stable. Et alors, pendant le confinement, du coup, qu'est-ce qu'on a vu? Tout le monde a dit, oh là là, la nature, elle respire, il n'y a plus de pollution. Et puis, en même temps, on se dit, tiens, il n'y a pas d'autres trucs qui seraient passés. Alors, qu'est-ce que toi qui es donc membre de la Forêt Verte, qui est une association quand même sur l'environnement, est-ce que tu as quelques petites choses à nous dire? Oui, honnêtement, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues. Parce que le confinement, il s'est passé en plein milieu du printemps. Les plages, elles sont tranquilles l'hiver parce que l'hiver, il fait moche, il fait froid, les gens n'y vont pas. Mais au printemps, ils y vont. Et là, comme personne n'a pu aller sur les plages au printemps, il y a eu le développement d'une flore en particulier, c'est ce qui était le plus visible. Hein. Il y a eu plein de plantes des dunes qui se sont développées. On a vu des pourpiers, on a vu des zoyas. Enfin bon, je ne vais pas faire un cours de botanique, hein, mais ce qui était intéressant, c'est de voir que sur des environnements qui avaient été préservés pendant 2 mois, on a vu se développer une flore naturelle et qui malheureusement a été déracinée par le passage des cribleuses pour nettoyer la plage. Et ça nous a vraiment énervé, pour dire les choses clairement, et on n'a pas manqué d'en avertir la mairie. Bon, il y a eu on va dire un pataquès avec les services techniques qui n'avaient pas prévenu les élus ou les élus qui n'avaient pas dit aux services techniques de préserver quoi que ce soit. Enfin bref, toujours est-il que c'est fait, donc on ne pourra pas revenir en arrière.
Donc, en fait, c'était bien l'option qu'on pensait, c'est-à-dire la Comcom, en fait, n'a pas. En fait, c'est dans le planning et personne s'est dit tiens, il y a le confinement, il y a des nouveaux oiseaux, on déprogramme. C'est aussi bête que ça, en fait. Et en plus, si tu veux, il n'y avait même pas l'excuse, entre guillemets, de dire il y a eu des arrivages d'algues vertes, donc on va nettoyer la plage. Non, jusqu'à présent, cette année, pour des raisons qu'on n'explique pas vraiment, mais enfin, il n'y a pas eu encore d'arrivage massif d'algues vertes, donc les plages étaient propres, entre guillemets. Enfin, propres, c'est-à-dire vis-à-vis du dépôt d'algues vertes. Alors, elles étaient sales, entre guillemets, vis-à-vis du développement de ce que certains pourraient considérer comme des mauvaises herbes qui poussaient sur le sable. Et donc, ces mauvaises herbes qui poussaient sur le sable, qui ne sont absolument pas des mauvaises herbes, hein, bien entendu, eh bien, elles ont été arrachées. Alors, ce qui m'agace un petit peu plus encore, c'est qu'on a utilisé l'argument de la préservation de la nature pour interdire certaines plages, en particulier du côté de Fouesnant et de Mousterlin, à partir de la plage de Kerler jusqu'à la pointe de Mousterlin. Et ces interdictions ont été faites sous couvert de protection de la nature, ce qui est très bien, sauf que les cribleurs sont passés sur le sable le lundi du déconfinement en enlevant tout ce qui pouvait avoir poussé pendant ces 2 mois. Et s'il y avait eu des malheureux gravelots qui ont eu le tort de pondre dans ces endroits-là, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà. Ah. Donc, mais bon, on sait que le gravelot est naturiste, il n'est que à Kerler. Oui. Bon, c'est une petite blague. Ok, donc nous, voilà, on sait qu'il y a eu ça chez nous, mais on sait aussi qu'on a vu qu'il y a eu des épandages aussi pendant un petit peu intensif là, pendant le confinement. On a vu qu'il y a eu des pollutions des rivières. En fait, ça n'a pas été non plus que la seule respiration, pour la nature. Il y a eu quand même aussi des incivilités, on va dire, écologiques. Et en tout cas, on a même vu que, par exemple, la distance entre les habitations et les pesticides, enfin bon, qui avait été gagnée au mois de décembre, ils sont revenus dessus, non ? Non, ça, ce n'est pas des incivilités. Ça, oui, c'est le résultat d'une pression qui est faite par le lobby agro-industriel pour que les distances de non-traitement entre les parcelles cultivées et les parcelles habitées soient respectées. Et comme les distances leur semblaient trop importantes, ils ont fait en sorte que les arrêtés soient modifiés pour qu'ils puissent traiter plus près. D'accord. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge non plus. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça va durer encore un certain temps, cette histoire-là. Bon, alors, je crois qu'on a Monsieur Labbé, le sénateur, qui est arrivé, qui est un peu le sénateur, on va dire, nos pesticides, puisque je crois que c'est quand même grâce à lui qu'on a eu une loi, en tout cas, qui a fait sortir les pesticides de l'espace public. Alors, Monsieur Labbé, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour. Et vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Et vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous, on vous entend. Eh bien, je vous entends aussi. Ok, bonjour. Eh ben, formidable. Merci d'être avec nous. On est très content de vous avoir parce que déjà, un grand merci pour cette loi. Alors, nous, on voulait vous inviter parce qu'on n'a pas eu de sénateur encore. On a eu des élus, on a eu des députés et surtout, on s'est aperçu que pendant l'action Rendez-nous la mer, en fait, les gens ne savent plus très bien à quoi sert le Sénat, à quoi sert l'Assemblée. Alors, vu que vous êtes là, est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer rapidement et après, peut-être nous parler un petit peu de ce qu'on venait de dire sur sur le nouveau traité qui a réduit de nouveau les pesticides par rapport aux habitations. Ce que vous en pensez ? Alors, donc là, la question est très large. Pour dire très schématiquement, le Sénat et l'Assemblée, les 2 chambres constituent le Parlement. Donc, nous sommes les uns et les autres des parlementaires. Et notre rôle, donc il y a le chef de l'État, il y a le gouvernement et il y a le Parlement qui représente les citoyens. Vous dites qui renforce l'extrémisme. Attendez, je continue. Dans la logique, c'est comme cela que ça se passe. Alors, les projets de loi arrivent du gouvernement, sont pensés par le gouvernement, instruits par le gouvernement, soumis aux 2 chambres, à l'Assemblée, en général à l'Assemblée d'abord, puis au Sénat.
S'il y a accord, le texte est voté. S'il y a désaccord, il y a deuxième lecture, puis commission mixte paritaire. Enfin bon, c'est technique. Maintenant, ce dont on se rend compte, et c'est là où je vais être d'accord avec vous, que tel que ça fonctionne actuellement, avec un président, super président, avec un premier ministre, super premier ministre, avec un super gouvernement qui a une super majorité à l'Assemblée, eh bien, tout peut passer, on s'en est rendu compte, malgré les débats parlementaires, pardon. Donc, on se rend compte que ça mérite ça, d'être revu pour que véritablement le Parlement puisse jouer son rôle. Mais malgré tout, il y a des choses que l'on arrive quand même à faire. Et je vous ai parlé des projets de loi, c'est ce qui est instruit par le gouvernement, mais on a des possibilités d'initiatives parlementaires qui sont des propositions de loi. Les propositions de loi émanent du Parlement, le choix d'un parlementaire, député ou sénateur, qui produit un texte et qui demande à ce qu'il soit soumis au vote du Parlement. Et quel que soit l'avis du gouvernement, quel que soit, c'est compliqué encore dans le fonctionnement, mais normalement, quel que soit l'avis du gouvernement, eh bien, s'il y a une majorité parlementaire pour le voter, il est adopté et appliqué. Je vous en parle. Parce et donc, vous, la loi sur les pesticides, là, qui avait bouté les pesticides hors du champ, vraiment de l'espace public, c'est vous qui l'avez initié ou comment ça s'est passé, ça ? Alors, en quelques mots, j'arrive au Sénat en 2011. Moi, je débarque dans le monde politique. Enfin, j'ai été maire pendant 3 mandats. Je connaissais la politique locale. Je connaissais grosso modo la politique nationale. Mais oui, parce que vous avez plus l'air d'un pirate. Hein, vous allez avec votre look que d'un sénateur. Moi, je m'attendais à voir un monsieur avec… D'abord, je suis un représentant du peuple. Ouais. J'ai aussi décidé, j'avais un style, de garder ce style. Ça a été un peu dur au début. Pour moi, l'important, c'était, je tenais à être moi-même pour représenter les gens que je représente. Alors, être en capacité de se faire entendre, de se faire respecter, sans rentrer dans le moule. Pour moi, c'était important pour garder ma différence. Alors, lorsque j'arrive, je découvre les codes, le mode de fonctionnement, tout ça. J'en souffre, j'ai souffert du complexe d'infériorité pas mal de temps. Par contre, j'étais maire et je connaissais le terrain. Et j'arrive au Sénat, il y a une mission d'information sur les pesticides, leur impact sur la santé et sur l'environnement. Ça, c'est des outils, on n'en parle pas assez, extraordinaires qu'on a. On choisit un sujet, on demande à ce qu'une mission d'information soit mise en œuvre. Bon, il faut trouver un groupe de parlementaires pour ça. Et puis, c'est étudié pendant 6 mois. C'est pluripolitique. Tous les parlementaires, enfin les sénatrices et sénateurs, pour le coup, entendent la même chose de tous les groupes politiques. Et là, pour l'impact des pesticides sur la santé et sur l'environnement, on a entendu évidemment des associations environnementales, des scientifiques de l'environnement, mais aussi des scientifiques de la santé, généticiens, cancérologues, médecins spécialisés et tout ça, qui nous démontrent les uns et les autres que les pesticides sont extrêmement toxiques, dangereux pour la biodiversité, dangereux pour la santé. Voilà, donc 6 mois de travail, on entend les mêmes choses. Ensuite, il y a un rapport qui est écrit sur tout ce qu'on a entendu et le rapport est voté. Alors moi, je suis rentré là-dedans. Au début, on me regardait un peu en chien de faïence. J'étais l'écolo de service qui allait emmerder tout le monde. Moi, j'aime pas trop la ramener parce que j'aime bien connaître les choses et les comprendre. Et aussi, j'aime bien la stratégie. Et donc, face à moi, c'est certes beaucoup de parlementaires avec qui on n'était pas tout à fait du même monde ou pas vraiment du même monde. Par contre, c'est les humains qui sont parents, qui sont tout ça. Et au fil du temps, on finit par faire connaissance et se respecter. Ils me respectaient, mais vice-versa aussi. Voilà, c'est le côté relation humaine. Lorsqu'on finit cette mission, il y a ce rapport, il y a tout ce qu'on a entendu,
C'était édifiant. Il y a ma propre expérience me disant, lorsque j'ai été maire de Saint-Nolff, on a été la première commune de Bretagne à rentrer dans la démarche zéro phyto sur l'ensemble de nos espaces publics. C'était entre 2006 et 2007. Ça marchait, ça n'avait pas été simple, mais ça avait marché, donc je savais que ça pouvait fonctionner. Et à cette époque-là, 2011, il y avait 10% des collectivités qui étaient à zéro phyto ou bien en démarche. Donc, le soir du débat, j'annonce que je vais faire une proposition de loi qui ne va pas toucher les pesticides agricoles parce que je savais que si j'allais sur ce terrain, c'était les montées en puissance des lobbies et que c'était… Alors, il y aurait le débat, mais on ne ferait pas avancer les choses. Je leur dis, il va y avoir la loi d'avenir agricole l'année prochaine, on en parlera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le non-agricole, à savoir les collectivités. Alors, m'appuyant sur ma propre expérience, donc j'étais à l'aise pour en parler, et aussi les jardins domestiques, pour avoir travaillé en lien avec les réseaux de maraîchers bio et puis jardiniers bio et tout ça, jardiner autrement, incroyable comestique, qui démontrait que l'on peut produire des fruits ou des plantes ornementales ou des légumes sans utiliser de pesticides. Et donc, j'annonce à mes collègues, je vais faire une proposition de loi, interdisons ça au moins. Et avec ce qu'on a entendu là pendant ces 6 mois, ce serait un non-sens complet s'il n'y avait pas… Ce serait un non-sens complet. Donc, vous avez décidé de ne pas attaquer frontalement donc, l'agriculture ou en tout cas les lobbies de l'agriculture intensive, en gros. Donc, c'est passé. Donc, ça, c'est quoi? C'est un premier step ou alors le deuxième step, c'est parce que si les pesticides sont mauvais, c'est bien qu'il n'y en ait plus dans l'espace public, mais on pourrait se dire c'est bien qu'il n'y en ait plus du tout dans notre alimentation et dans notre sol. J'ai parlé de stratégie, c'est pour ça. Je savais que si j'allais sur l'agricole, c'était mort d'avance. Maintenant, ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées sur les communes et dans les jardins, le glyphosate et des néonicotinoïdes, ce sont les mêmes molécules extrêmement toxiques. Et donc, je m'appuie sur le fait que c'est extrêmement toxique pour la santé et pour la biodiversité pour faire en sorte qu'ils soient interdits sur ces espaces non agricoles. Alors, au départ, parce que ça a été un long parcours du combattant, on me dit c'est bien joli, mais tu es un peu utopiste, c'est pas comme ça que ça marche ici. Tu vas avoir en face de toi les lobbies, tu vas avoir l'Europe, machin, tout ça. Par contre, je suis quelqu'un de tenace et je me dis pendant un an, on va travailler là-dessus et je vais travailler avec mes collègues et les interpeller sur le fait, mais vous vous rendez compte, on a entendu ça, on ne peut pas laisser faire ça. Et au final, à force de ténacité, en travaillant aussi avec le milieu scientifique, notamment Génération Future, FNE, Greenpeace, FNH, où ils ont des experts, des jeunes de ta génération, qui ont fait des études, qui ont des expertises scientifiques, juridiques aussi, et qui mettent leur expertise au service du bien commun. Et là, c'est une source absolument extraordinaire. D'accord. Mais par exemple, si du coup, là, nous, on a vu aussi que donc en décembre, on a gagné le fait qu'il fallait pas d'entrants de pesticides à temps de mètres des habitations. Et là, du coup, pendant le confinement, hop, nouveau traité. Ouais. Du coup, c'est rétréci parce qu'il faut qu'on mange. Oui. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus. Je reviens à la stratégie. Pour moi, c'était une loi pied dans la porte. À savoir, une fois qu'on a voté cette loi-là, on reconnaît que les molécules de pesticides sont extrêmement toxiques. Donc ensuite, on a travaillé sur la question des néonicotinoïdes. Quand j'avais arraché ma cravate de colère en séance une fois, on m'aurait dit 1 an et demi après, les néonicotinoïdes auraient été interdits. Je l'aurais cru qu'à moitié. Et en fait, ils ont été interdits. Ce sont ces molécules qui touchent notamment les abeilles et les insectes. Donc, ceux-là sont interdits. Ensuite, le glyphosate, donc vous avez entendu tout le débat qu'il y a eu, on est en voie d'interdiction, mais en face, et vous l'avez dit, il y a les lobbies de ou le monsieur qui intervenait juste avant, les lobbies de l'agrochimie. Alors, ils font système, hein, et puis on les nomme. Les firmes, les grosses coopératives, le gros agroalimentaire, le gros syndicat FNSEA, en lien avec les appareils politiques, avec le gouvernement, parce que le gouvernement, le ministère de l'Agriculture est infiltré. Moi, je me rends compte de tout ça. Quand j'arrive là-dedans, je me dis c'est quand même quelque chose. Mais on peut y arriver dans la mesure où on trouve des majorités.
Donc, Alors, la vous loi de... défendez encore l'action politique, quoi. C'est-à-dire Non, politiquement, alors, plus que jamais. plus que jamais. Parce que, C'est-à-dire la démocratie française, elle peut encore combattre les lobbies, elle peut encore gagner, on peut encore avoir un autre monde, on peut avoir un monde d'après écologique. Ça, vous y croyez encore politiquement? J'espère bien. Et sinon, je me serais tiré de là-dedans parce que voilà. Vous avez vu, il y a une loi qui est passée, il y a d'autres choses qui sont passées, donc il faut continuer à croire aux politiques selon vous. Non seulement il faut continuer à croire, il faut que les choses s'accélèrent. Cette crise qui vient, parce qu'on dit, ouais, il y a le Covid, il n'y en a plus que pour le Covid, mais on était déjà en situation d'urgence par rapport à l'effondrement de la biodiversité et par rapport au dérèglement climatique. Cette crise-là et le côté paradoxal, cette super civilisation, c'est un micro-organisme viral qui vient tout mettre par terre. Et là, si on n'est pas en capacité d'en tirer les leçons, c'est à désespérer de tout. Moi, ce que je pense, le monde politique va forcément évoluer parce que la société va évoluer. Et ce que vous faites là, de cette information, la prise de conscience des citoyennes et citoyens sur le rôle qu'ils peuvent jouer par leur bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est une chose. Mais la seconde chose, via les réseaux sociaux, via les organisations comme la vôtre, comment on peut peser sur le monde politique pour que ça change. J'aime bien dire à chaque fois, les politiques sont ce qu'ils sont, ils ont été élus, ils ont la légitimité d'avoir été élus par la population. Si on dit on les élit sur un programme et puis après on voit s'ils ont fait leur programme ou pas, ou on n'est pas content, il y a plein de gens qui disent mais de toute façon on ne peut pas y croire parce que c'est des menteurs, c'est des gens intéressés. Alors que si on se dit on a les moyens via les ONG de contrer tout ça, d'interpeller les parlementaires. Alors, je vais vous parler d'une nouvelle proposition. Ah oui. Attendez, parce que nous, on va être obligé de vous réinviter, j'ai l'impression. Non, je suis désolé, je suis trop... Non, écoutez, alors, on finit avec cette histoire des distances, là. Donc, il y a eu le débat, grâce à Daniel Cueff, le maire de Langouette, il y a eu ce débat sur les distances de traitement, là où il demandait 150 donc ça, c'est le maire qui était très populaire, qui en fait a fait une loi dans sa commune et après la préfète est revenue dessus et c'était sur la distance entre les habitations, hein, c'est ça, et les... Alors évidemment, les pouvoirs publics se sont dit il faut faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose après une grande consultation pour arriver à 5 mètres pour les cultures basses de distance et 10 mètres pour les cultures hautes, ce qui est déjà insensé. La FNSEA disait il est hors de question qu'il y ait des distances, mais là, il fallait bien, puisqu'il y avait débat, qu'il y ait des distances. Ça ne leur a pas suffi, c'était des distances minimales complètement insuffisantes. Et donc, ils ont manigancé avec les pouvoirs publics en disant s'il y a une charte de bon voisinage qui est à l'étude, eh bien, on peut diminuer à 3 mètres et 5 mètres. C'est le cas pour toute la Bretagne. On est passé maintenant 3 mètres et 5 mètres, c'est-à-dire 3 fois rien, mais là encore sous la pression du lobby. Le pire, c'est que sous la pression du lobby, je finis juste, après je m'arrête, il y a 30 millions d'euros qui viennent d'être budgétés par le gouvernement pour aider le monde agricole à investir dans du matériel de pulvérisation qui soit plus pertinent encore. Alors certes, avec moins de fuites, avec tout ça, mais qui permet de continuer à traiter. Et notre propos, c'est de dire la distance, c'est une chose, mais elle ne sera jamais suffisante. Il faut faire la transition agricole pour passer à l'agriculture biologique et aux agricultures alternatives qui prouvent qu'on peut produire autrement. C'est comme pour les jardins, c'est comme pour les communes. On peut faire autrement. Comme c'est des poisons, on doit faire autrement. J'en ai fini. Eh ben, on vous fait confiance. Hein. Nous, bon, la politique, il y a une défiance, on le sait, mais voilà, quand on voit des gens comme vous, ça donne envie. On vous fait confiance. Vous avez déjà fait passer une loi, personne n'y croyait. Donc voilà. Il y a juste une dernière question. Quid du rejet de la loi sur l'écocide l'année dernière qui a été retoquée directement au Sénat? Est-ce qu'un jour, il y aura une loi sur l'écocide ou pas? Ma réponse, c'est oui, dans la mesure où il va y avoir des grosses mobilisations.
Ok, des grosses mobilisations. Donc le politique avec peut-être d'autres choses, une archipélisation, on va dire, des moyens pour arriver à la transition écologique peut-être. Anne, qui est ton invité? Merci, monsieur l'abbé. Merci également. Merci beaucoup. Je te propose qu'on parte en Méditerranée, à la presqu'île de Gien, retrouver Sabrina Benmecheri, qui est biologiste, docteur en écologie. Comment vas-tu, Sabrina? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que ton micro est allumé? Alors, je crois que oui, il est allumé, je crois, si vous m'entendez. Parfait, parfait. Bah, écoute, oui, on va très bien sur la presqu'île de Gien. Je rentre de la plage. Voilà, vous voyez, je ne suis pas très apprêtée. J'étais dans l'eau. J'aurais dû dire de mettre ton maillot comme nous. Eh ben, il est là. Bon. Parfait. Alors, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, sur l'appauvrissement des sols? Est-ce que les sols s'appauvrissent-ils vraiment? Alors, oui, les sols s'appauvrissent, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est toute la planète qui s'appauvrit. Qui s'appauvrit du fait que je crois qu'aujourd'hui, il y a un véritable décalage entre l'homme dans la nature, avec la nature, et faisant partie de cet écosystème global. Je regardais tout à l'heure à midi, justement, tu parlais des gravelots. Alors, je regardais l'histoire, en effet, des gravelots. Et ce que je voyais, c'était, je vous entendais tout à l'heure, monsieur le député, en effet, l'écologie, ce n'est pas que l'affaire des politiques, ce n'est pas que l'affaire des gouvernements, c'est aussi l'affaire de tous les citoyens. Et si chacun faisait son petit geste de colibri, peut-être qu'on pourrait avoir et des gravelots, et des nageurs, et des personnes qui bronzent sur la plage. Je veux dire, j'avoue que ça m'a mis en colère, mais pas que ça. Il y a plein de choses en ce moment qui me mettent en colère. Cette façon qu'on a de vouloir dominer le vivant, qui est en train de nous détruire, nous en premier. Et j'aime beaucoup cette phrase de Bacon, qui était un très grand naturaliste, et qui disait « On n'ordonne qu'à la nature qu'en lui obéissant ». Et je crois qu'aujourd'hui, on est toujours dans « on veut ordonner à la nature ». Donc, on veut ordonner à la nature, on ne veut pas de mauvaises herbes, donc on va utiliser des pesticides. On veut ordonner à la nature, on veut qu'elle soit hyper productive, donc on va couper les arbres. On veut ordonner à la nature, on ne fait pas de tri, on jette nos poubelles. Et puis, de toutes les façons, c'est la mairie qui n'a pas fait son travail. Donc, on produit constamment des déchets. Et on s'étonne aujourd'hui que nos sols sont appauvris. Mais pire que ça, on a tué les sols. Et la première raison qui fait qu'aujourd'hui, au-delà des pesticides et autres, c'est la déforestation. Aujourd'hui, l'un des grands fléaux de la planète, c'est celui-là. Une des causes du réchauffement climatique, c'est la déforestation. Parce que s'il y a bien un écosystème, on a 3 écosystèmes majeurs qui sont en train de mourir aujourd'hui et qui sont les 3 écosystèmes forestiers de la planète. Le premier, c'est l'écosystème forestier. En détruisant les forêts, eh bien, non seulement on crée le réchauffement parce que l'arbre joue un rôle extrêmement important dans la fixation des sols, dans la régénération des sols, dans toute la biodiversité qu'une forêt contient, donc toute la chaîne alimentaire terrestre tient au niveau de l'arbre, dans même avoir une hygrométrie et donc d'en faire venir la pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus des questions que l'on se pose, on le sait. Je vous invite d'ailleurs à voir ce documentaire qui a été présenté il n'y a pas très longtemps pendant le confinement sur France 5, l'intelligence des arbres. Aujourd'hui, ce n'est plus des questions que l'on se pose. On sait que les forêts, ce n'est pas seulement des écosystèmes, c'est des peuples et qu'on a énormément de choses à apprendre des arbres. Personnellement, j'ai fait de l'écologie forestière, donc je connais très bien cet écosystème. Le deuxième écosystème nourricier, c'est les posidonies, c'est les algues. Et enfin, le troisième, c'est les récifs coralliens. Et aujourd'hui, ce sont les 3 écosystèmes qui sont le plus menacés. Et je crois qu'en effet, ce n'est plus que l'affaire des politiques, ce n'est pas que l'affaire des élus, c'est vraiment
l'affaire de tout le monde, de tous les habitants. Et si seulement chacun pouvait faire un geste? Qu'est-ce que ça coûte de... Mais on a les mêmes problèmes en Méditerranée. Ils ont commencé à nettoyer les plages. Pour une fois, on avait des dunes qui revivaient. Et bam, là, aujourd'hui, je suis rentrée beaucoup plus tôt parce que ce que j'ai vu m'a un peu écorée. On n'imagine pas ce que c'est qu'un écosystème divers. Voilà, ils ont tout rasé parce que les touristes vont arriver. Il faut que tout soit polissé parce qu'il faut qu'on mette la serviette sur le sable et puis après, on va se tartiner de crème. Et les gens, là aussi, ne se posent pas de questions. Est-ce que ma crème... Moi, je dis, grand temps d'utiliser des crèmes qui nous font du bien, qui font du bien aux baleines. Juste après, d'ailleurs, on va aller voir les laboratoires Biarritz, qui sont les crèmes qui nous font du bien. Mais juste, Sabrina, moi, j'ai vu une phrase sur ton site que j'ai beaucoup aimée, qui était « Il est temps de vivre avec la Terre et non sur la Terre ». Donc, oui. Voilà, ça, je trouve ça, c'est très juste, c'est comment vivre ensemble. Et en fait, bon, on sait que c'est un peu, c'est l'effondrement, enfin bon, voilà, mais on essaye d'être positif et de penser au monde d'après. Est-ce qu'il est encore temps, selon toi, de faire quelque chose pour voir un monde d'après qui soit un monde encore habitable, vivable, que nos petits-enfants puissent voir encore des poissons dans l'eau? Si oui ou sinon, ça dépend de ta question, mais j'aimerais aussi qu'on parle de Zénage et en fait de toi, des choses positives que tu mets en place pour essayer de contrer cette malédiction humaine qui s'est abattue sur la Terre. C'est un virus. Bon. J'aime bien l'homme, une malédiction. Pourquoi inventer des vampires? Bon, bref, je rigole, mais c'est caricatural. En janvier, j'ai été à... Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis engagée dans la revitalisation des oasis à l'échelle de la planète. Et donc, en janvier, on fêtait les 15 années de tout ce programme qu'on a mis en place. Et donc, il y avait quasiment tous les pays subsahariens. Et tout à l'heure, le monsieur, il disait, le problème, c'est que beaucoup disent ah oui mais l'écologie ça coûte cher, on le fait pas parce que ça va nous coûter beaucoup plus. Eh ben c'est faux. C'est faux parce que on a donné des moyens à beaucoup de pays subsahariens et ce qu'ils ont fait avec ces moyens, c'est qu'ils ont accéléré le processus de désertification, tout simplement parce qu'ils sont mis à forer beaucoup plus profond. Et du coup, quand on a épuisé les nappes phréatiques, donc qui sont des eaux fossiles, on a énormément d'énergie fossile à l'échelle de la planète. L'eau dans les déserts est une énergie fossile. Le sel remonte et quand le sel remonte, eh bien, il brûle tout. Et ça m'a rendue malade parce que j'ai vu des territoires, quand je suis partie 5 ans après, qui étaient verts et j'ai vu des oasis vertes qui étaient à nouveau brûlées. Et là, on se dit, mon Dieu. Donc, ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question de... c'est vraiment de la pédagogie. Mais alors, ce que je constate, c'est qu'il faut longtemps faire de la pédagogie. Et ce qui coûte cher, ce n'est pas l'écologie, c'est la pédagogie. Alors, on ne peut pas avoir un gendarme derrière chaque personne, donc il faut éduquer tout doucement les gens. Alors, je pense que le jeu, ça peut être une façon d'éduquer les gens. L'écotourisme est un moyen aussi de sensibiliser les gens, les associations, les actions des associations et les entrepreneurs qui vont aujourd'hui s'engager. Et je ne crois pas aux très grosses entreprises, je crois vraiment dans des petits entrepreneurs qui vont autour d'eux créer plein de petits projets. La nature peut se régénérer. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de la régénérer rapidement? Tu m'entends, Sabrina? J'entends pas. Ah, c'est ça. Tu m'entends un peu ton son? Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Je suis obligée de te couper un peu. En fait, avec Zénage, donc tu parles des entrepreneurs, tu fais un vrai travail d'éducation avec ce processus d'apprendre aux gens à devenir des entrepreneurs éco-responsables et être complètement dans le cycle de la nature. Tu fais un travail admirable là-dessus. Voilà, tu es une éducatrice. Je connais Sabrina d'ailleurs et je vais juste raconter une anecdote. C'est que Sabrina, avant, elle travaillait sur les territoires et ce qu'elle faisait, c'était de fermer les territoires au public parce qu'elle ne voulait pas que les hommes viennent et abîment les territoires. Et puis, au bout de 10 ans, 15 ans, elle a eu comme un switch. Elle a dit, mais non, il faut apprendre aux hommes à vivre avec la nature. Et donc là, en tout cas, avec Zénage, avec
tu fais un vrai travail d'éducation et éducatif et c'est super. Voilà, je voulais dire ça. Ok. Anne, Eh mais ben, je ne sais pas aujourd'hui si, sincèrement, il ne faut pas que l'on rêve trop. C'est-à-dire, on a encore 5 ans globalement pour rééquilibrer les choses. Ça, d'accord. c'est clair, 5 ans. Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas dans le réchauffement climatique, c'est l'accélération du processus. Et aujourd'hui, cette accélération du processus fait que certains écosystèmes n'ont plus le temps de se régénérer. C'est ça. Et cette équation, on ne sait pas encore est-ce qu'elle va tenir longtemps ou pas longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? Et en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le fait que les écosystèmes ne peuvent plus se régénérer, on a de plus en plus de sécheresse, on a de plus en plus d'étés de canicule, on a de plus en plus de feux. Et tout ça fait que, eh bien, globalement, si on appauvrit la Terre, on s'appauvrira. C'est aussi ce qui se vit pendant ce coronavirus. Si on continue à appauvrir la terre, eh bien, on va s'appauvrir parce que c'est notre terre nourricière. Donc oui, il faut qu'on apprenne à vivre avec elle et ça va peut-être vouloir dire qu'on a tous beaucoup de choses à changer dans notre quotidien, dans notre façon de manger, dans notre façon de vivre, dans notre façon de consommer, dans notre façon de voyager. Mais moi, je trouve que le coronavirus nous a donné de belles leçons. Il nous a obligés à remanger local, il va peut-être nous obliger à revisiter, à refaire un tourisme de proximité. Il y a tellement de belles choses à voir. Est-ce que tous les Bretons connaissent super bien la Bretagne ou les gens de la Méditerranée? Je crois que voilà, ça peut aussi être l'occasion de nous redécouvrir, de redécouvrir nos valeurs, nos terroirs, etc. Ok. Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, je te coupe un peu, mais merci beaucoup, Sabrina. Donc, l'info à retenir, c'est il reste 5 ans. 5 ans. Voilà, donc 5 ans, le monde d'après, c'est voilà, tout de suite, ce serait pas mal. Eh ben, on va passer sur ces jeunes entrepreneurs aussi, comment dire, qui ont la niaque, qui sont jeunes et qui, j'espère, sont pas trop désespérés quand ils nous écoutent. Donc, on va passer sur Riab Atelier. Donc, c'est Nicolas qui est avec nous, c'est ça, Nico? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors, on va te demander de te présenter et de nous présenter, comment dire, ta boîte en sachant juste que c'était eux qui auraient dû faire nos trophées, donc recyclés pour l'édition Coupe de France Big Make Paddle Cup qui n'aura pas lieu car il y a eu le Covid-19. Voilà Nico, à toi. Alors en fait, du coup, nous, on est une petite entreprise de recyclage de plastique avec des méthodes low-tech qui sont inspirées de Pressous Plastique, qui est une communauté de recyclage. Et en fait, on recycle du coup le plastique localement. Donc, on vient le récupérer par des associations, aussi chez des professionnels. Et on aimerait bien également développer la récupération sur les plages. Mais il y a beaucoup de leviers techniques justement à lever pour pouvoir recycler ce plastique-là. Donc, Réhab, en fait, on a vraiment deux axes. C'est d'abord sensibiliser sur les problématiques qui sont autour du plastique. Et d'autre part, c'est de recycler ce plastique, c'est-à-dire le plastique existant, il faut bien en faire quelque chose. Donc, la première chose, c'est vraiment sensibiliser pour faire en sorte qu'en fait, on en produise moins et donc qu'on en consomme moins. Et donc, on fait des ateliers un peu participatifs pour que les gens viennent voir comment ça se passe le recyclage, à quel point finalement, c'est pas si simple que ça, et que la première des choses, c'est d'éviter d'en consommer autant que possible, quoi. Ok, et alors du coup, nous, c'est vrai qu'on s'était dit, voilà, nous, on fait des nettoyages de plage à l'année. On a vu que aussi l'asso La Forêt Verte, qu'on ne connaissait pas avant le confinement et la lutte Rendez-nous la mer, font la même chose. Donc après, on s'est dit, ah bah c'est super, maintenant quand on fera des nettoyages de plage, après on se concertera, on va boire un petit coup, et puis qu'est-ce qu'on fera de tout ce plastique? On s'était dit, on pourrait vous l'amener. Sauf que tu m'as dit, mais qu'il fallait un scanner. Alors, c'est quoi cette histoire de scanner? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant, moi, ce scanner. Alors, en fait, nous, au début, on était vraiment partis pour recycler un maximum de déchets sauvages. C'était vraiment l'objectif premier. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait plein de problématiques qui faisaient que ça rendait le plastique compliqué à recycler. Donc, le premier, c'est déjà le fait que le plastique peut être abîmé. Il est abîmé souvent par les UV, par le sel, par l'eau. Donc, ça peut un petit peu atténuer sa recyclabilité.
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il est très dur à reconnaître. Nous, on a besoin de caractériser la matière, donc c'est-à-dire savoir par exemple, si c'est du polypropylène ou du polyéthylène. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que on ne peut pas forcément les mélanger, c'est-à-dire ils n'ont pas tous les mêmes points de fusion, donc on ne pourra pas tous les mélanger pour faire un nouvel objet. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut, en fait, c'est obligatoire de les caractériser pour ça. Et quand bien même certains sont mélangeables, il n'empêche que pour pouvoir ensuite dire et marquer sur le produit que c'est telle matière et donc qu'il est monomatière, on a besoin de les caractériser. Sans quoi, eh bien, on va se retrouver avec un produit qui contient plusieurs matières et donc qui sera encore plus dur à recycler une troisième fois. Donc c'est là où le scanner entre en jeu, puisqu'il nous permet du coup de scanner en fait du coup le plastique et ça nous donne directement la matière en question. Et à ce moment-là, on pourra recycler plus facilement du plastique sauvage. D'accord. Donc en fait, ça pourrait, parce que donc tu m'as dit qu'il y avait un petit coût, mais en fait, on pourrait très bien imaginer qu'à plusieurs assos et en faisant bouger nos collectivités sont quand même une obligation green, et puis il y a de plus en plus aussi d'élus qui ont vraiment cette vocation à pouvoir, par exemple, peut-être investir dans ce scanner, et puis que ce scanner, il est déplaçable si on fait Bien sûr. il est déplaçable sur les nettoyages de plage et tout ça? C'est-à-dire qu'on pourrait, les enfants pourraient regarder tout ça, rentrer dans, et les vieux aussi, et puis les moyens, voilà. Enfin bon, tout le monde pourrait voir en fait, comment on détecte le plastique, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça, et surtout réfléchir au fait à peut-être moins en consommer à la base, quoi. Ouais, alors moi je considère justement que c'est surtout un outil de sensibilisation et un outil un peu ludique parce que je pense que déjà le fait de ramasser sur les plages, on se rend compte très vite qu'il y a des gens qui se posent la question. En fait, quand ils restent un petit peu après le ramassage, ils se disent mais en fait vous allez en faire quoi? Et la plupart du temps, bah, on va en déchetterie. Ce qui est mieux qu'être pour un déchet qu'être sur une plage, ça c'est évident, mais il n'empêche que c'est une solution, on va dire, moins pire puisque finalement, ça sera sûrement soit enfoui, soit brûlé. En tout cas, il y a très peu de chances que ça soit recyclé. Le plastique, il n'y a que 20% du plastique qui est recyclé en France, donc c'est très peu. Donc, il n'y a quasiment aucune chance que nos déchets marins soient recyclés. Donc ça, c'est une évidence. Donc oui, c'est un outil pédagogique qu'on peut déplacer, qui en plus peut un petit peu apprendre de lui-même, c'est-à-dire à force de scanner, il mémorise en fait les matières et on peut au fur et à mesure le faire progresser pour caractériser de plus en plus de matières. Donc, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour ça. Et effectivement, ça peut être intéressant d'avoir cet outil un petit peu partagé, puisque de toute façon, on ne fait pas des ramassages tous les jours pour pouvoir l'utiliser au mieux, quoi. Et là, par exemple, on sait qu'avec le Covid, c'est la fête du plastique, hein, en fait. Là, il y a les take-away, tous les restaurateurs vont se mettre à faire du take-away. Donc, espérons que ce ne soit pas du plastique unique qui soit utilisé dans tous ces take-away. Bon, il y a toutes les visières. Enfin bon, on voit que le plastique, ça se recycle pas. On a vu qu'un masque, c'était 450 ans. Bon, ce n'est pas du plastique, mais bon, on imagine le truc. Les masques chirurgicaux, déjà 450 ans. Est-ce que tout ce plastique qui est dû, en fait, à la pandémie, bien évidemment, pour lutter contre le virus. On va pouvoir le gérer, ça va pouvoir être recyclé, tu as une idée? En fait, ça va dépendre de l'objet, c'est-à-dire dès qu'on met deux matières ensemble, ça devient très compliqué de le recycler. Je prends l'exemple souvent qui parle assez, c'est par exemple le pot de Danette. L'intérieur, c'est du polypropylène, l'extérieur, c'est du polystyrène pour avoir cet aspect brillant. Voilà. Et en fait, du coup, ça, par exemple, on ne peut pas le recycler parce qu'on ne peut pas séparer les deux couches, en fait. C'est beaucoup de ça prendrait un temps. Enfin, en fait, c'est pas rentable de recycler ce type de matière. D'où le fait qu'il faut faire du monomatière pour pouvoir derrière le recycler. Mais l'idéal, de toute façon, le recyclage, c'est une solution. Du monomatière, ce serait déjà possible. Bien sûr. Mais alors, pour aller plus loin, en fait, il faudrait d'ailleurs ne pas en faire du tout. Mais quitte à en recycler, autant faire du monomatière. C'est ce qu'on fait nous. Mais en revanche, c'est pas pour ça qu'il faut continuer à en produire, parce que de toute façon, quand on voit les quantités de plastique qui sont produites aujourd'hui, c'est 10 tonnes par seconde quand même. Donc, en fait, on ne sera jamais en capacité de recycler toute cette matière. C'est impossible. Voilà. Donc ça, il faut aller à la base. Je ne sais pas si Monsieur l'abbé est toujours là, mais en fait, c'est vrai que la loi qu'on aimerait voir
au Sénat ou en tout cas arriver, c'est vraiment bon, l'écocide certes, mais aussi bien évidemment, enfin bon, l'arrêt du plastique, les bouteilles de plastique et tout ce genre de choses parce que on ne peut pas lutter. Donc les consommateurs peuvent peut-être moins en consommer, c'est clair, mais déjà il faut arrêter de culpabiliser aussi les gens, c'est-à-dire qu'on voit des trucs, ah bah tiens on a envie d'acheter, alors on achète et puis je sais pas, on était pressé, on n'a pas pris la gourde, on n'a pas pris. Bon, s'il n'y en avait pas, à la base, si c'était d'autres matériels ou pas, de revenir à des matériaux d'avant, il y avait des collectes, en tout ça, on peut y réfléchir. Mais voilà, il faudrait peut-être une loi aussi qui nous sauve de tout ce plastique. Voilà, on a vu la petite photo. L'industrie de l'eau embouteillée ne produit pas de l'eau, elle produit des bouteilles en plastique. Bon, voilà. Et ben merci. À quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? Par contre, bon, vous auriez fait nos trophées, ils auraient été magnifiques, je pense. Mais qu'est-ce que vous faites normalement comme objet recyclé en fait? Alors nous, on récupère beaucoup du coup de bouteilles, de bouchons, ce genre de choses, et on en fait. Pour le moment, notre première gamme, c'est une gamme de décoration, et ensuite on voudrait aller sur d'autres gammes pour atteindre d'autres publics. Notamment, on pense à des ailerons de surf, on pense à des bijoux, des choses comme ça. Donc là, on travaille encore un peu là-dessus. Pour l'instant, on se concentre sur notre première gamme qu'on vient de lancer, et ensuite on verra, mais on a plein d'idées. Ok, et ben merci Nicolas. Merci à vous. On trouve que c'est super. Nous, je sais que quand on cherchait nos trophées, on disait ah ouais, mais le plastique, on en a marre. Ouais, mais le bois, bah ouais, mais le bois. Enfin bon, tout ce qu'on fait, quoi, une empreinte écologique. Et tout d'un coup, Marine Grosjean, la chef des sirènes, qui n'est pas là, mais à qui on fait un gros bisou si elle nous suit, nous a dit mais j'ai trouvé des petits jeunes hyper sympas, hyper mignons en plus, et elle avait raison parce qu'on vous avait jamais vu en vrai, qui recyclent en fait du plastique et voilà. Et donc on est ravis de te rencontrer. Et puis, on espère que voilà, on va mettre des choses en place ensemble parce qu'à mon avis, on peut faire des choses. Voilà. J'espère que l'année prochaine, on sera en mesure de faire des trophées en plastique recyclé avec des déchets marins. Ça serait vraiment l'idéal. Bah ouais, ce serait top. En forme de paddle. J'ai pas entendu, moi, Anne, ce que tu as dit. En forme de paddle. Enfin, bah oui, en forme de rame, en forme de paddle, ça c'est sûr. Bon, je vois qu'il y a Emmanuel Michaud qui nous a rejoint. Alors vas-y, Anne. Alors, on ne fait pas de placement de produits dans cette émission. Non, c'est vrai. Alors, Emmanuel. Alors, ces fameuses crèmes laboratoire Biarritz. Bon. Et ben nous on les aime, c'est-à-dire qu'avant que vous soyez notre sponsor, on les utilisait déjà parce que c'est des crèmes qui sont absolument inoffensives ou quasi, hein, tu vas nous expliquer, pour les écosystèmes et bien évidemment si ils sont inoffensifs pour les écosystèmes marins, et ben elles le sont aussi pour nous, pour les enfants et tout ça. Et donc même mon pharmacien avec qui à un moment donné quand tu es devenu sponsor, je lui ai dit mais pourquoi on ferait pas les crèmes Biarritz? Il m'avait dit bah écoute, jusqu'à présent tu m'achètes jamais de crème solaire alors que tu es tout le temps fourré à la plage, donc oui on a besoin de nouvelles gammes, on a besoin de crèmes qui soient on va dire voilà biocompatibles, écolo et tout le tintouin. À toi Emmanuel. Bonjour et merci. Ouais, il faut que tu parles plus fort, on t'entend pas. Hein. Tu m'entends pas là? Plus fort. Vous m'entendez? Ouais, ça va là. C'est bon? Ah ouais, je me rapproche un peu. Bon, en tout cas, merci à l'équipe de la Begmey. Bon, nous, on préparait quand même cet événement là de début juillet, un peu comme vous, pour faire un peu plus événementiel que ce qu'on avait fait encore l'année dernière. Alors moi, effectivement, je représente l'équipe des labos de Biarritz, qui, comme son nom l'indique, est une petite entreprise, une PME localisée à Biarritz, où beaucoup de choses sont faites là-bas, notamment la recherche et développement sur les produits, et puis l'exploitation notamment d'un des ingrédients qu'on utilise quasiment dans tous nos produits, qui sont ces extraits de l'algue rouge, en fait, une algue rouge un peu spécifique du golfe de Gascogne. Et donc, en fait, toute l'idée au départ, moi, je n'étais pas là au départ de l'entreprise, hein, mais les deux fondateurs, en fait, sont partis sur l'idée en 2011-2012 de relancer, en fait, sur le marché, parce que c'est un peu ça l'histoire,
c'est qu'en termes de protection solaire, il y a plusieurs manières en fait de se protéger. Soit on se camoufle complètement, on met une cagoule et voilà, là on est bien protégé. Et sinon, en termes de produits, il y a deux manières en fait. C'est soit des filtres travaillés chimiquement en fait, des filtres de synthèse ou des écrans minéraux. Et ce marché-là en fait est beaucoup plus compliqué à développer. Donc, il y a certains pays qui sont bien en avance sur l'utilisation en fait, de ces écrans minéraux, qui sont pour le coup totalement naturels, mais qui coûtent forcément un petit peu plus cher et puis qui sont plus difficiles à travailler. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de lobby. En fait, dans l'industrie de la cosmétique, il y en a aussi pas mal. Tout dans l'industrie médicale, il y en a aussi beaucoup. Et notamment dans la cosmétique, avec des très gros intervenants, notamment en France, des très gros labos qu'on ne va surtout pas citer ici. Mais que tout le monde connaît. Mais en tout cas, les fondateurs des labos de Biarritz avaient pour idée de vraiment remettre sur le marché et de redévelopper en France une formule en fait, qui soit vraiment complètement safe pour l'environnement, mais aussi safe pour l'humain, hein, parce que c'est important aussi en termes de cosmétique de ne pas se mettre sur la peau tout un tas de cochonneries. Donc en fait, ça a été lancé en 2012 avec une formule qui a été bien développée en fait jusque-là sur les solaires, parce qu'au début, c'était pas forcément évident. Mais maintenant, pour tous ceux qui l'ont essayé, tous ceux qui l'essayent, alors c'est un écran minéral, donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait un petit peu quand même un petit effet blanc. Mais en tout cas, voilà. Alors toi, en plus, tu as le stick. C'est le stick 50. Donc, le stick 50, c'est normal, c'est pour vraiment aller surfer, donc il fait blanc. Mais la 30, il n'y a pas de blanc. Hein. Exactement. Non. Mais en tout cas, si on reprend juste un chiffre pour représenter un peu ce que c'est les produits solaires qui se déversent tous les ans dans les océans, c'est 15 000 tonnes. Hein. C'est 15 000 tonnes de produits solaires. Donc, c'est phénoménal. Et en fait, le principe d'un filtre chimique, un filtre de synthèse, c'est que vous allez le mettre sur la peau. Et quand vous allez aller vous baigner, vous partez faire du sport nautique ou vous partez à l'eau, le produit part directement en fait. Et c'est extrêmement polluant. Donc c'est polluant directement. Alors là, sur les récifs coralliens, c'est catastrophique. Et alors, il y a certains pays comme le Mexique qui ont été assez avant-gardistes, qui eux déjà en fait font un peu la guerre à ces produits solaires. En France, c'est vraiment beaucoup plus long. Alors, il y a parce qu'il suffirait d'une décision politique aussi qui dit, voilà, c'est-à-dire que là, on aimerait sauver. Voilà, c'est d'interdire en fait ces filtres polluants. Oui. Alors évidemment, ça peut être. Il y en a certains qui sont quand même interdits, mais la grosse majorité n'est pas encore interdit parce que je vous dis, il y a encore quelques gros labos qui poussent à conserver leur volume sur leur marché. Mais par exemple, il y a des gouvernements indépendants comme la Polynésie ou même la Nouvelle-Calédonie a lui pris un arrêté pour complètement interdire l'utilisation en fait des filtres chimiques. Ouais, donc on sait que c'est possible, c'est-à-dire il y a des. Ouais. Alors après, il y a un autre biais parce que pour que les produits soient connus, nous on est une petite entreprise, donc on n'a pas les moyens médias que peut avoir certaines grosses marques, mais nous on a pas mal de partenaires et notamment nos produits sont distribués donc en pharmacie et puis en réseau bio, donc dans toutes les enseignes bio, type Biocoop, Naturalia, etc. Alors eux, pour le coup, chez eux, tout est naturel, tout est bio. Hein, donc, ce qui est référence, c'est… Par exemple, si on met Yuka, je ne sais pas si les gens, tout le monde doit avoir Yuka. Pour ceux qui n'ont pas Yuka, c'est une petite application qu'on télécharge. Il y a Bycott aussi qui est assez intéressant. Et on scanne. Soit toi, tu as 90, c'est un produit excellent. Voilà, il scanne en fait c'est une appli qui scanne en fait qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Et vous pouvez très bien, quand vous êtes dans les supermarchés, scanner et vous voyez quel produit est horriblement mauvais, par exemple. Oui. Il explique pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis, là, Biarritz, c'est 90%.
Donc, c'est excellent. Nous, on compte beaucoup aussi pour sur les pharmaciens, en fait, parce que normalement, il y a un peu plus de 22 000 pharmacies en France. Et là, c'est vrai qu'on peut remercier la pharmacie de Begmey ou la pharmacie Brésisel à Quimper. Enfin, nous, on est distribué dans à peu près 1000 pharmacies en France, mais en fait, c'est vraiment très peu. Et ce qui est paradoxal, c'est que normalement, dans les 22 000 pharmacies, les 22 000 équipes de pharmacie devraient conseiller beaucoup plus, en fait, des produits bio en cosmétique et puis en l'occurrence des écrans minéraux. Normalement, ça devrait être dans toutes les officines. Et paradoxalement, on a beaucoup de mal en fait à faire comprendre ça. Alors, il y a certaines pharmacies, certains groupements de pharmaciens qui sont complètement engagés, là, comme des Anton et Willem ou des pharma naturels qui sont vraiment très engagés dans le domaine. Mais on sent quand même toujours et ça c'est ce qui nous agace, enfin moi personnellement c'est ce qui m'agace le plus, c'est cette pression en fait à vendre des produits qui certes sont parfois beaucoup meilleur marché, mais en même temps ils sont pas bons ni pour la santé ni pour l'environnement, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus ou alors rien mettre. Hein. Non, mais ou l'autre, non, pas rien mettre. Alors, l'objectif numéro 1, c'est quand même, parce qu'il y a quand même 80 000 cas de nouveaux cancers chaque année de la peau. Voilà. C'est quand même beaucoup. L'objectif numéro 1, c'est quand même que ce soit un filtre chimique ou un filtre naturel, c'est quand même de se protéger quoi qu'il arrive. Hein. Ça, c'est vraiment la priorité des priorités. Mais tant qu'à faire, en fait, parce que maintenant, il y a des alternatives, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait les seuls sur le marché, mais il y a des alternatives en naturel et normalement, ça devrait, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend autour de l'environnement, ça devrait vraiment être un réflexe. C'est ça qu'on a du mal à comprendre dans le comportement aussi des gens, comme dans tout. Hein. Tout à l'heure, on parlait du plastique, mais c'est pareil. Les plastiques, normalement, l'industrie plastique devrait quand même largement se ralentir. Par exemple, tous nos lancements de nouveaux produits, en l'occurrence l'autobronzant ou la crème hydratante après soleil, maintenant, on s'oriente directement vers du plastique végétal. Et alors après, la difficulté, c'est de trouver les fournisseurs, en fait, hein, les fournisseurs qui sont en capacité de produire suffisamment de quantité, parce qu'on commence à avoir des très, très gros volumes. Mais normalement, on devrait aller dans cette direction de manière beaucoup plus rapide, en fait. Mais bon, on va y arriver. Avec ce qui se passe, là, j'espère que ça va quand même éveiller pas mal les consciences. De toute façon, vos chiffres, ils sont en hausse, quoi, quand même. Donc, en fait, quand même, on voit que les gens consomment quand même un peu plus éthiquement. Eh bien, merci, Emmanuel. Et on va passer maintenant à Magali de Surfrider. Surfrider, donc, qui est une asso. Donc, elle sort de l'eau. Elle doit nous en vouloir parce qu'elle est sortie de l'eau, du coup, un peu plus tôt. Magali, tu es là? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bah ouais. Alors moi, j'ai une petite précision, Surfrider qui est épaulé par 1% pour la planète dont je suis membre. Alors, je suis ravie que tu sois là ce soir. Merci. Merci de nous avoir invités ce soir au live. Donc, en fait, Surfrider existe. Je rebondis sur Biarritz parce qu'en fait, Surfrider Foundation en Europe existe depuis 30 ans et est basée à Biarritz. Et ensuite, il y a une cinquantaine d'antennes bénévoles en France, et dont celle de Surfrider Foundation Finistère, qui donc existe depuis 10 ans et agit localement sur le terrain depuis 10 ans dans le Finistère. Donc en fait, nous, je dis nous parce qu'on est des bénévoles qui sommes impliqués dans l'association Surfrider. C'est une association à but non lucratif. Et en fait, le but de l'association, c'est donc tout ce qui est protection et mise en valeur des lacs, rivières, océans, littoral et tout ce qui est vague, littoral. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées par Surfrider en France et dans le monde. Et ici, dans le Finistère, l'antenne est basée donc à Brest. Aujourd'hui, c'est Hélène Blossier qui est coordinatrice à Brest. Donc, il y a pas mal d'actions qui sont mises en œuvre dans le nord du Finistère. Et en fait, depuis 2 ans, on essaye de réactiver
les actions sur le Finistère Sud. Donc, moi, j'habite dans le Pays Bigoudin. Donc oui, je suis allée surfer à Portscarn juste avant de vous rejoindre. Et on essaye justement de réunir des bénévoles qui sont sur le terrain ici dans le Finistère Sud et puis de passer à l'action. Parce qu'en fait, j'allais dire Surfrider, le fonctionnement, c'est tout ce qui est sensibilisation. L'idée, c'est que chacun, je rebondis sur ce qu'avait dit Sabrina tout à l'heure, nous sommes acteurs du changement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est plus dans l'action, c'est-à-dire que les gens doivent... en tout cas, l'idée, c'est de faire de la pédagogie, de les sensibiliser, de leur apprendre, en fait, de comprendre pourquoi il y a des déchets, par exemple, plastiques sur la plage, d'où ils proviennent, à quelle quantité on peut les trouver, parce qu'en fonction des endroits où on va plus ou moins trouver certains plastiques ou certains déchets. Il n'y a pas que du plastique, il y a d'autres déchets. Et on va essayer de comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Voilà. Donc ça, c'est un peu, j'allais dire, c'est le gros des actions. Donc on fait ce qu'on appelle, dans le jargon de Surfrider, c'est ce qu'on appelle des initiatives océanes. En fait, c'est Surfrider, entre autres, il n'y a pas que Surfrider, mais qui a lancé les ramassages, la collecte des déchets sur les plages et également dans les rivières, sur les bords des rivières et des lacs. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de partir. Tout le monde peut créer une initiative océane. On n'a pas besoin d'être bénévole chez Surfrider. Quand on va sur le site de Surfrider Foundation, il y a une partie qui s'appelle Initiative océane. Et le mieux, c'est d'anticiper 3 semaines à un mois avant la date de l'initiative océane. Et on peut créer son initiative océane, sa collecte, son ramassage de déchets. On le géolocalise, on donne des renseignements sur l'heure, la date, etc. Et on peut donc, d'autres personnes peuvent venir s'inscrire à cette initiative océane et participer au ramassage et à la collecte de ces déchets. Donc, ce serait pas mal le scan qu'ils ont, Nicolas, pour savoir c'est quoi tout. Ça irait toujours dans voilà. Parce que logique, en fait. Et aussi, tu m'as raconté avec les jeunes surfeurs qui vont en compète et tout, sur les Surfrider est assez actif aussi, non, sur les compètes. Et nous, en fait, on avait, on les a toujours, mais c'est vrai qu'on a dû mettre en pause certaines actions. Nous, on avait comme objectif, là, en 2020, de sensibiliser à la protection des océans et de la planète. Bon, ça, j'allais dire, c'est un objectif général. Donc, c'est apprendre et partager les bons gestes, déjà, d'une. Donc, par exemple, limiter le plastique, utiliser des gourdes. Donc, par exemple, Surfrider vend des gourdes qui sont fabriquées par Clean Canteen, qui est une entreprise qui est assez vertueuse. Mais voilà, après, c'est des exemples. Et ensuite, les autres objectifs, c'était de nous structurer dans le sud du Finistère et s'impliquer auprès lors d'événements, notamment pour la pratique de l'éco-surf. Nous, ce qu'on appelle en fait le surf responsable. C'est-à-dire que, oui, parce que là, en l'occurrence, comme on est dans le Pays Bigoudin Sud et puis aussi sur les autres plages, on peut pratiquer le surf. C'est un des sports, c'est une des activités nautiques. Après, il y a tout ce qui est sport de glisse. On n'est pas limité au surf. Ça peut être le bodyboard, ça peut être le kitesurf, etc. Le foil aussi. Et donc, en fait, c'était d'intervenir lors d'événements comme, par exemple, le Junior Pro. On a déjà participé 2 fois au Junior Pro à la Torche, qui avait lieu au mois de mai. Bon, donc, cette année, ça a été reporté, on ne sait pas quand, peut-être cette année à l'automne ou bien l'année prochaine, on verra bien. Donc, l'idée, en fait, c'est d'intervenir sur le terrain auprès des participants, des spectateurs également, de leur montrer. Donc, cette année, en fait, on avait comme idée de rassembler des fabricants de planches, parce qu'en fait, il y a près de, je crois, 400 000 planches qui sont vendues chaque année. Et c'est vrai que les planches sont faites avec des plastiques, entre autres, mais il existe des shapers et également des fabricants de planches en France. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher ça ailleurs. Donc, si on essaye de retrouver des fabricants locaux, en tout cas le moins loin possible, en France ou en Europe,
qui produisent en fait des planches qui sont, j'allais dire, plus durables, plus responsables, moins polluantes, à partir de fibres de lin, à partir de liège également. Je pense à une entreprise comme Notox qui fait des planches en liège, mais il y a aussi Rob Surfboard là, qui est à Plosévet, qui produit aussi des planches, j'allais dire, durables. Des alternatives, parce qu'on sait que c'est assez polluant, quoi, cette industrie. Voilà, même les combinaisons. Voilà, les combinaisons aussi, on peut trouver des combinaisons qui sont fabriquées à partir justement de comment dire, j'ai un trou là sur la matière, et de plastique recyclé. Donc Nicolas, je pense qu'il est plus spécialiste que moi là-dessus, mais il y a des combinaisons qui sont faites à partir de plastique recyclé, des grandes marques et des marques plus locales. Il y a aussi tout ce qui est wax. La wax, c'est ce qui permet de ne pas déraper, j'allais dire, de ne pas glisser sur la planche. Donc, il y a de la wax qui est faite à partir je pense, par exemple, il y a Green Fix. Voilà. Il y a aussi des wax qui sont faites à partir de cire d'abeille. Il y a également toutes les réparations. Il y a des marques, je pense à une marque internationale qui s'appelle Patagonia qui fait des tournées en France, notamment pour réparer les combinaisons. Voilà, parce qu'on peut réparer une combinaison, ça se répare. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Après, il y a tout ce qui est déplacement, il y a tout ce qui est logement, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement diminuer son impact carbone en pratiquant son sport favori et en sachant qu'en fait, ça existe, qu'il y a plein d'alternatives, plein de solutions qui nous permettent justement de pratiquer ce sport dans des conditions. Voilà, c'est ça. Pas être trop consommé, être dans on répare, les échanges, les bords d'occasion, voilà, les combis qu'on recoue et tout ça. Et toi aussi, tu allais nous faire une petite marque. Non, en fait, oui, mais... comme quoi. Non, mais il a raison de dire qu'il faut se protéger parce que quand on va à l'eau, on passe du temps sur l'eau et avec la réverbération, c'est quand même assez dangereux, les rayons UV là. Donc, justement, de trouver des solutions comme les crèmes solaires qui nous permettent de nous protéger et en même temps de ne pas polluer l'océan, c'est très bien de préserver la biodiversité et voilà quoi. Ok. Et donc, Surfrider, en fait, Surfrider Finistère est toujours ouvert s'il y a des personnes qui souhaitent rejoindre Surfrider parce que bon, là, on a mis des actions en pause, mais on va les reprendre dès qu'on pourra. Et on peut refaire des collectes sur la plage, mais seulement c'est limité à 10 personnes, bien entendu, à cause des règles sanitaires. Et bien entendu, faites attention quand vous allez à la plage, repartez avec vos déchets. Laissez pas vos canettes, vos plastiques, vos emballages que vous êtes allé acheter à emporter au restaurant d'à côté. Vous avez mangé une pizza ou je ne sais pas, et repartez avec vos déchets avec vous, triez-les si possible. Et voilà, c'est bien pour tout le monde. En fait, il faut être citoyen. Citoyen et il faut être responsable. Mais écoute, merci Magali. Je te coupe un peu, mais c'est parce qu'en fait, on a pris plein de retard aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas Christophe qui normalement coupe les gens et tout, machin, qui est complètement pas respectueux. Alors que nous, on est tellement respectueuses parce qu'on est des femmes. Non, alors maintenant, on va passer avec Marie de Notre Affaire à tous. Marie, vous avez attendu plein de temps en fait. Vous êtes là? Toujours là? Oui, on est là, on est bien là. On est désolé. 2 minutes, Marie, on dit au revoir à Sabrina. Au revoir Sabrina, merci. Au revoir Sabrina, merci beaucoup. Merci. Non, c'était très intéressant d'écouter tout le monde. Continuation, merci de m'avoir invitée et continue Anne, c'est super tout ce que tu fais. Bisous, au revoir, bonne soirée. Salut merci. Sabrina. Alors Marie, on t'a coupé, vas-y Marie. Oui, du coup, non, c'était intéressant, merci pour l'invitation. Du coup, je ne suis pas toute seule, je suis avec Pierre, donc, qui est aussi référent de l'association Notre Affaire à tous. On est l'antenne locale de Nantes. Donc, je suis juriste, il est avocat. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va essayer de présenter rapidement l'association. Donc, Notre Affaire à tous, au niveau national, c'est une association qui a été créée en 2015 et qui a l'initiative de l'affaire du siècle. Donc, c'est un recours devant le tribunal contre l'État pour l'inaction climatique. Voilà, il y a eu un gros succès autour de cette affaire, qui s'appelle l'affaire du siècle. C'est toujours en cours d'instance en ce moment.
Et nous, donc, on est l'antenne locale, donc une déclinaison de notre affaire à tous au niveau national, mais à Nantes. Et juste l'affaire du siècle, hein, c'est en gros dire le gouvernement n'est pas au-dessus des lois, hein, et que en gros la Constitution elle garantit un droit environnemental en fait. C'était ça. Pour les gens qui savent pas ce que c'est que l'affaire du siècle, parce que nous on le sait peut-être, mais c'est surtout pour pointer du doigt les insuffisances de l'État qui ne fait pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique, qui fait beaucoup d'annonces, beaucoup de lois qui sont un peu vides de sens, mais concrètement, en pratique, il n'y a pas d'action. Donc, c'est pour pointer du doigt ce manque d'action, c'est ce qu'on appelle un recours en responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est c'est pas le but, c'est plus le prétexte, mais c'est cet aspect-là surtout qui est pointé du doigt. Donc, c'est à la fois le respect de la Constitution, mais des engagements internationaux. C'est beaucoup plus large que juste une question de respecter la Constitution. C'est respecter ces engagements pour faire en sorte que c'est bien de dire on lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant, il faut agir concrètement pour le faire. Et c'est là qu'on voit que dans les actions, c'est beaucoup plus compliqué. Un peu loin. D'accord. C'est ça. Donc, donc notre association, il y a un fort ADN juridique. Si vous l'avez compris, on est surtout constitué donc de bénévoles juristes et des avocats. Donc l'idée en fait, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'associations en matière d'environnement qui existent déjà. Et donc l'idée, nous, c'est plutôt de les accompagner en cas d'action en justice. Et donc on a commencé tout doucement donc à développer des antennes locales pour accompagner des recours locaux. Donc nous, on vient tout juste de démarrer, on est encore très peu nombreux, mais l'idée évidemment c'est de se faire connaître dans la région, donc et de se présenter comme pouvant aider donc les autres associations qui luttent contre des projets polluants localement et qui souhaiteraient faire des recours en justice pour lutter contre cela. Après, notre affaire à tous, c'est une association qui fait également de l'éducation et de la sensibilisation dans les lycées et dans les collèges. On a un volet également plaidoyer auprès des élus locaux. On parlait tout à l'heure de la loi avec le sénateur tout à l'heure. Excusez-moi. Sur l'écocide, on y a participé, on a fait une proposition de loi. Donc on est assez présent sur ces volets-là. Vous travaillez déjà avec des politiques en fait. Vous travaillez avec des associations et des politiques qui sont engagés dans. En fait, on présente des projets de loi à l'Assemblée nationale, des propositions de loi, pardon, pour lutter contre le réchauffement climatique et notamment d'inclure plus largement la protection de l'environnement dans notre Constitution et plus spécifiquement le crime écocide dans le code pénal. En effet, ça a été un échec, mais on continue de lutter là-dessus. Et donc, nous, au niveau local, l'idée, c'est de se rapprocher des associations locales pour les accompagner juridiquement s'ils souhaitent faire des actions en justice. Voilà. D'accord. Ah oui, tout à l'heure, j'étais avec... vous voyez Erki, le champ d'éoliennes? Ça, vous êtes en relation avec ces différentes associations? Parce que eux, en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont... Il y a des assos qui sont dans des procès. Ils ont failli gagner, mais tout d'un coup, il y a le rapporteur de l'État qui dit le contraire. Enfin bon, voilà. Et il se passe d'assaut en assaut, j'ai l'impression, le bébé. Ils seront dimanche prochain, en tout cas, avec nous pour nous expliquer cette problématique. Je ne sais pas, ça vous parle ou pas du tout? Non? Ça me parle de vaguement. On n'est pas en parce qu'en gros, c'est quoi? Vous êtes un peu les Erin Brockovich, voilà, c'est-à-dire que s'il y a un problème, en fait, on peut faire appel à votre association, quoi. En fait, on peut faire appel à notre expertise juridique pour accompagner en matière de droit de l'environnement. Ouais, c'est surtout ça. On ne presse ça pas à Erin Brockovich parce que il faut des militants et il faut des associations sur place qui portent le combat et qui vont investir du temps et de l'énergie. Nous, c'est vraiment l'aspect juridique, donc c'est une partie d'Erin Brockovich, c'est vraiment accompagner dans le cadre des recours. Il y a beaucoup de choses trappes en termes de recevabilité de recours, voilà, des choses qui peuvent faire qu'une action est légitime et elle va capoter parce que on a oublié tel ou tel aspect juridique. Donc notre objectif, nous, de notre affaire à tous à Nantes, c'est vraiment d'accompagner juridiquement des Erin Brockovich. Dans le film, elle est avocate, donc mais de l'accompagner juridiquement pour faire en sorte que leur combat soit bordé à ce niveau-là. Oui, et ne s'arrête pas à des problèmes de procédure, par exemple. Il faut déjà soit recevable au niveau de la procédure, tout bêtement. D'accord.
Ok, donc du coup, donc on avait Monsieur Labbé, en fait, il a dû partir sans nous dire au revoir, parce qu'il a plein de choses à faire et on le remercie déjà parce que ça a pris un peu de temps. Donc il nous remercie. Donc lui, il croit en le politique, vous aussi, puisque vous rédigez quand même des lois. Vous croyez encore, vous croyez au droit. Donc, en fait, il y a encore... Oui. Non, mais parce que nous, on avait invité d'autres gens qu'on invitera, qui vont sûrement venir après, mais on voit qu'il y a d'autres formes d'action qui sont plus dans l'action. Quand les gens se disent, ah bah tiens, il reste plus que 5 ans pour peut-être sauver la planète, c'est sûr qu'on sait que des fois, enfin bon, la juridiction, enfin bon, le droit, ça prend un peu plus de temps, donc on peut comprendre qu'il y a des gens aussi qui aient envie d'action un peu plus directe. Est-ce que vous, par exemple, vous pouvez défendre aussi des gens qui, ou pas du tout? Intervenir directement, c'est pas l'ADN de notre association. D'accord. L'objectif, c'est pas d'intervenir, de faire nous-mêmes le recours, mais c'est d'accompagner des associations qui font les recours. C'est ça qui est notre objectif. Maintenant, ce que vous parliez sur le fait que voilà, de croire dans le juridique, dans le politique, bon, tout ça, tout se mélange. Mais ce qui se passe, c'est que ça fait plusieurs années maintenant que le politique s'est saisi de ces problématiques de protection de l'environnement, a créé des instruments juridiques, a créé des normes, a créé des obligations à respecter. Et s'il n'y a personne pour les faire respecter, c'est un peu des vœux pieux qui, au final, voilà, c'est juste des mots qui sont écrits, mais qui ne sont pas concrètement en action. Et donc, il faut qu'il y ait des associations, des particuliers, de manière générale, l'État aussi, qui se mobilise. Mais c'est notre action, c'est d'accompagner les associations pour faire en sorte que les instruments juridiques qui ont été créés pour protéger l'environnement, on soit sûr qu'elles soient utilisées le mieux possible. Et on voit que les recours, pendant longtemps, ça a été assez compliqué parce que c'est plutôt des recours dans ce qu'on appelle des juridictions administratives. Pendant longtemps, c'était des recours qui étaient très compliqués à mettre en œuvre. De plus en plus, on voit qu'il y a des juridictions administratives qui censurent l'État. Alors bon, la crise du Covid n'a pas donné une très bonne publicité de la juridiction administrative avec tous les référés qui ont été devant le Conseil d'État, mais de notre point de vue, par rapport aux protections de l'environnement, on se rend compte que les magistrats administratifs sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques-là et n'hésitent pas à censurer des positions qui sont prises par les communes ou par l'État quand ils se rendent compte que ça ne va pas dans le bon sens et ça ne va pas dans le sens qui est mis en avant par le législateur. Donc, c'est vraiment ça notre objectif. D'accord. Eh bien, dis donc, ça fait du bien parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont encore possibles. En plus, vous êtes tout jeune, tout beau, tout fringant. Vous y croyez, vous avez les outils, vous êtes juriste, avocat. Donc, très bien, la planète va peut-être enfin respirer. Alors, on a ce soir un invité mystère qui est donc la future prix Nobel en astrophysique. Non, on part dans les étoiles. Chris Purmagic, je vois que tu regardes le live, donc tu aurais pu nous faire l'invité mystère, mais non, ce sera ma petite sœur. On va partir en Suède voir les étoiles, puisque donc Alexandra, ce n'est pas parce que tu es ma sœur que nous t'avons conviée, mais parce que tu habites un pays, la Suède, qui lui a une manière étrange ou pas étrange, mais en fait, quel est son rapport avec le plastique? Puisque quand moi je suis allée te voir, je me suis dit, ah, la Suède, le pays écolo formidable, et j'ai vu toutes ces choses de plastique emballées, et là tu m'as expliqué quelle était la politique de la Suède. Donc c'est ton moment. Salut Alex. Bonjour à tous. Alors, la Suède, oui, c'est un pays particulier pour beaucoup de raisons. Je pense qu'en France, vous en avez entendu parler récemment pour la gestion de la crise du Covid, qui était un peu particulière et qui a été beaucoup décriée en Europe. Mais c'est aussi un pays qui est très respecté partout comme étant un modèle socio-économique en Europe, et notamment en termes d'environnement. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Donc, la Suède, qu'est-ce qui se passe avec les déchets? Donc, tout le monde adore la Suède en Europe parce qu'ils... Sauf moi, hein. Oui, Peut-être pas. Mais disons que c'est... Non, déconne. Ils n'enfouissent qu'1%, moins d'1% de leurs déchets. Et pour cette raison, beaucoup de pays européens ont dit, voilà, la Suède, c'est l'exemple, il faut suivre ce qu'ils font. Et en fait, quand on regarde un peu... Qu'est-ce qu'ils font, Alex, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, qu'est-ce qu'ils font avec les déchets? Donc, 50% est recyclé, ce qui est déjà quand même très bien par rapport à d'autres pays comme la France, par exemple. Et 50%
est brûlé en fait et sert pour fournir de l'énergie, pour fournir de l'électricité. Et en fait, un des soucis avec le fait qu'on brûle le plastique et les autres déchets, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir un apport de déchets pour permettre aux incinérateurs de fonctionner de façon rentable. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément une vraie volonté politique de réduire les déchets en Suède parce qu'ils sont utilisés, ils sont valorisés pour l'énergie. Et ce qui fait que en fait, tout est emballé, suremballé, il y a beaucoup de plastique. Les sacs en papier dans les supermarchés sont arrivés l'année dernière. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de magasin en vrac, il n'y a pas du tout cette culture du zéro déchet, comme on peut trouver dans d'autres pays européens, en France notamment, où ça commence à arriver petit à petit. Dans la Suède, ce n'est pas du tout ça, parce qu'en fait, il leur faut ces déchets pour alimenter leurs incinérateurs. Donc, la Suède modèle, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Pas parfait, en tout cas. Mais du coup, sur la taxe carbone, ça fait quoi en fait le fait de brûler ces déchets, du coup, ils ont plus de déchets carbone, de rejets quoi, de carbone? Alors, les rejets sont traités, les rejets sont filtrés. Donc ça, il n'y a pas forcément de souci avec ça. Donc une partie de ces déchets toxiques, ils récupèrent des cendres qui sont toxiques, qui sont eux enterrés. Une grande partie n'est pas toxique, donc ils vont s'en servir pour les routes, etc. Mais quand même, c'est quand même pas... Ça fournit de l'électricité au pays, mais c'est pas fantastique, quoi, parce que ça empêche tout ce qui est recyclable, tout ce qui est recyclage, et surtout, le gros souci, c'est que il faut que des déchets soient produits. Donc ils en importent d'autres pays, mais parce qu'ils n'en ont pas assez en Suède eux-mêmes, mais disons que... Ils importent en fait des déchets pour les brûler et pour voilà. Du Royaume-Uni, d'Allemagne, du Danemark, des pays avoisinants en tout cas, afin que les incinérateurs restent rentables et qu'il n'ait pas à prendre dans ce qui est recyclable en fait et les brûler pour que les incinérateurs restent rentables. Donc voilà. Oui, d'accord. Et donc, du coup, Alex, donc je rigolais un peu, mais donc, toi, tu es donc astrophysicienne, hein, malgré ton jeune âge. Mais voilà, donc tu étudies les pouponnières d'étoiles dans les galaxies lointaines ou les galaxies proches, je ne sais plus. Les galaxies, j'étudie les galaxies proches, tout à fait. Les galaxies proches. Alors, est-ce qu'il y a une planète B? Parce que si on dit qu'il reste 5 ans pour sauver notre planète, avec toi, on peut partir dans les étoiles. Enfin bon, là où se forment, bon, j'ai jamais bien compris, mais hein, où se forment les planètes, enfin bon, et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une planète B? Parce qu'on voit qu'on met plein d'argent pour, bah, pas pour toi, hein, pas pour la recherche, mais là, on fait des trucs spatiaux pour aller voyager. Enfin bon, je sais plus, Elon Musk, tout ça. Donc, c'est beaucoup d'argent. Est-ce pour aller je ne sais où? Est-ce qu'il y a une planète B ou est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu attention à la planète A? Question piège. Surprise, non, il n'y a pas de planète B. Et quand bien même il y en aurait une et qu'on trouvait une planète qui soit habitable comme la Terre, en fait, on ne pourrait pas y aller. Elle serait trop loin et en fait, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il faut prendre soin de la Terre et voilà, faire attention à ce qu'on fait, essayer de mener des initiatives politiques et de changer les choses parce qu'il n'y a pas 36 000 choix. 5 ans, tu le disais tout à l'heure, c'est le temps qui nous reste de changer les choses. En espérant qu'on y arrive et qu'il y ait une prise de conscience, en particulier avec la situation qu'on a vue avec le virus, qui a peut-être réveillé un peu les consciences, peut-être pas. On a vu les photos des plages qui sont quand même un peu tristes. Mais, oui, mais en fait, on a vu quelques photos des plages. Je veux dire, il y a quand même sur une infinité de plages, ça se passe bien. Nous, ça se passe bien chez nous. Bon, il y a des petits couacs, des petits ratés et tout ça. Mais c'est vrai que hier, moi, je regardais un vieux film avec Kirk Douglas, le père, donc Kirk, quoi, et qui, à un moment donné, il disait, de toute façon, pour vendre des journaux, il faut vendre des mauvaises nouvelles. Donc, c'est sûr qu'on va plutôt mettre les photos où ça se passe mal et les choses où ça se passe mal, parce que quand c'est des bonnes nouvelles, eh ben, ça ne vend pas. Donc voilà, donc c'est sûr, il y a eu des incivilités, mais quand même, la grande majeure partie des gens se comportent bien, et voilà, et j'espère que oui, il y aura un réveil, en tout cas que ce monde d'après va vraiment arriver. Juste, vous en êtes où, vous, du confinement, déconfinement, qu'il n'y a pas eu de confinement? Est-ce que vous avez plus de morts? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'en Suède, le pays n'a pas été fermé. Vous êtes, voilà. Alors, la Suède a une gestion un peu particulière de la crise. On n'a pas eu de confinement. Les événements avec les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, mais c'est à peu près tout. À part ça,
le gouvernement qui en fait suit les conseils de l'épidémiologiste d'État Anders Tegnell n'a pas forcément de levier pour faire quoi que ce soit. Tant que l'épidémiologiste n'a pas décidé qu'on ferme le pays, on ne ferme pas le pays. Donc en fait, c'est un peu ça la différence entre la Suède et les autres pays. Et donc oui, non, pas de confinement, donc tous les magasins ouverts, on peut toujours circuler librement. Donc voilà, c'est... Combien de morts il y a, tu sais? Les chiffres sont un peu compliqués. Tout le monde n'est pas testé. C'est vraiment un pays. Mais oui, les morts sont pas testés. Par rapport au nombre d'habitants, c'est le pays en Europe qui a le pire résultat en fait. Pourquoi? Combien de morts là il y a, Alex? Tu sais à peu près le chiffre total, on approche. Je crois qu'on est sur. Dire de bêtises. La semaine dernière, vous étiez dans les 3005. Si on multiplie par 10, ça faisait 35 000. C'est à peu près les mêmes. On a 4 000 décès en Suède. Donc ça fait 40 000, ça ferait 40 000 morts, donc ça ferait déjà 5 000 personnes en plus que chez nous. En gros, si on était à peu près dans les mêmes chiffres d'habitants. Eh bien, écoute, Alex, merci. Donc, tu vas repartir dans les étoiles. Donc, tu travailles de chez toi, parce que là, la grande sœur s'inquiète un peu. Ne pars pas dans les rues en Suède. Fais attention. Ça. Ok, et merci. Qui reste avec nous? Parce qu'il y a plein de gens qui sont partis parce qu'on a pris trop de temps. Mag, elle nous fait des coucous. Salut Mag. Ouais, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne continuation à toutes et à tous. Et à bientôt. Okay. Et on se voit bientôt. Oui. Sur l'eau, peut-être. Que nous, on a attendu bien sagement. On s'est dit, on ne va pas pendant le grand week-end. Donc, on a vu que la semaine prochaine, il y avait des super conditions. Donc, on sera là. Et il y aura moins de monde sûrement sur les plages. Nico, un grand merci aussi à toi. Merci à vous. Voilà. Et moi, ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as redit là, que c'était de rendre un métier industriel, de lui rendre une dimension artisanale. J'ai trouvé que c'était assez joli. Ouais, parce qu'en fait, du coup, l'industrie du plastique, c'est une industrie, c'est-à-dire ça n'existe pas trop en artisanal, et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais pour pouvoir recycler localement, quoi. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup et à bientôt, parce que je pense qu'on va se revoir et qu'on va essayer de mettre des choses en place. Je trouve que ce serait chouette. Anne. Oui. Écoute, Jean-Marc, tu es là, Jean-Marc? Jean-Marc. Je note qu'il reste. Il ne vient pas, il ne veut pas venir, il est parti, on ne sait pas. Bon, Anne, merci. Et on a juste un mot à dire à Chris Pure Magic qui nous regarde. Il nous regarde. Le voilà. Il est où? Tu le vois? Je vois arrive. son écran, ouais. Christophe arrive. Oula, le mot de la fin, donc par Christophe, le tir au flanc absolu. Ouais. Écoute, en tout cas, Vanessa, il nous reste 1825 jours, ça fait 5 ans. 1825 jours, Voilà, c'est ça. 1825 jours avant quoi, les filles là? Avant la fin des temps. Avant la fin de Ça va, Vanessa? Pour faire encore plus que ce qu'on fait. Voilà, tu as 5 ans pour sauver l'avenir de ta fille, man. Ouais. 5 ans pour qu'elle puisse encore manger du poisson. 5 ans pour qu'elle puisse encore respirer. Voilà, c'est fini les conneries maintenant. Je suis à Pleurmel, là, tu sais, en centre-Bretagne, ça capte pas beaucoup, donc c'est pour ça, hein, je m'excuse automatiquement et individuellement de ne pas être avec vous, mais j'ai suivi, voilà, c'était super intéressant. Là, en plus, on va aller au McDo avec toute la famille, donc tu vois, on va se gaver de poisson, de steak et tout. On va prendre des nuggets et puis plusieurs pots de sauce, tu vois. Et puis après, tu balanceras. Et puis après, on va tout balancer. Ouais, pour faire le buzz, pour parler de Bagmail, non, évidemment que non. Évidemment que non. Voilà. Bon, et toi, c'est quand qu'on pourra voir ta charmante famille, Christophe? Parce qu'on aimerait bien voir ta maman. Je suis sûre qu'elle a plein de choses à nous raconter en live. Ouais, tu sais, ma maman, elle est super positive. Là, je te fais juste un petit bilan parce que tu vois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ma mère, elle était très contente aujourd'hui parce qu'elle est retournée à la messe. Et ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas été à la messe. Donc, je lui ai dit, mais comment ça s'est passé là avec l'hostie et tout? Tout le monde a partagé les microbes. Elle me dit, mais non, laisse tomber, il n'y a pas de contact et tout avec le prêtre. Enfin, elle, c'était vraiment une super bonne journée. Mon père, lui, il est toujours avec son cancer du sang. Donc, tu vois, on était un petit peu en mode flippé.
Mais ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal, tu vois. C'est pour ça qu'on était en Picardie. Et puis là, pendant le live, j'étais super content d'avoir avec les collègues de laboratoire de Biarritz. Parce que comme tu le sais, ma femme, elle travaille chez Nux. Donc là, on était carrément, tu vois, on était en train de crier, de se battre dans la voiture. J'y vais pas. Mais non. Non, mais nous, on aime bien la Nux Bio, on est pour. Hein. Tout à fait, je vais t'envoyer des produits pour que tu testes. Ouais. Le truc en live, ouais, non, le début de la corruption, ouais, envoyez-nous des produits. Non, non. Christophe, est-ce que tu es là dimanche prochain? Ouais, mais même peut-être avant, parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais aussi rajouter avec Jean-Marc, avec toi, mais je pense que vous en avez parlé. On tourne un petit peu, on tourne une page, on tourne la page du littoral, et comme tu le disais, les gens, ils sont toujours là. Dès qu'il y a un truc qui va pas, mettre ça en avant. Ouais, les incivilités, ça y est, c'est le bordel et tout le monde fait n'importe quoi, on ferme. Et on est en live là, on est pas on n'aurait pas dû faire la plage dynamique, c'est pas gérable et tout. Bon, je sais bien. Ouais. Et donc voilà, il y a une page qui se tourne un petit peu sur la plage. Et là, d'avoir Surfrider, d'avoir les juristes de Nantes, c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui sont à pousser derrière, quoi. Donc voilà, faut peut-être réfléchir un petit peu à là où on va. Et une fois où on a bien décidé, on fonce. Ouais, on fonce. Eh ben, écoute, nous, tu sais, on avait invité plein d'autres gens. Et puis, voilà, parce que tu sais, on lance comme ça des invites un peu, machin. On se dit, oh, tiens, puis ce matin, je lisais le journal. Je me suis dit, oh, mais tiens, eux, ils ont l'air sympas. Donc, j'ai appelé des assos. Et en fait, il y a plein de gens qui veulent revenir avec nous, mais on les avait un peu prévenus, un peu à la dernière minute. Donc, je pense qu'on peut continuer un peu aussi sur ce sujet ou autre. Mais voilà, il reste 1825 jours. Voilà. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et c'est énorme, 1825 jours. T'imagines hein. Donc voilà. Et écoute, Christophe, on se voit bientôt. On embrasse ta maman. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais voilà, on est content pour ceux qui sont allés à l'église aujourd'hui. C'était aussi l'Aïd pour les musulmans. Donc voilà, c'est la fin du Ramadan. Donc voilà, à tous nos copains religieux ou je ne sais pas pratiquants, croyants, tout ça. Bon dimanche. Et tu crois en quoi, toi, Vanessa? Moi, je crois en la grande déesse, la grande sirène. Non, moi, je crois à la nature, je crois aux énergies et je crois que la planète Terre, avec ce petit virus, nous a donné un petit signe qu'il va falloir l'écouter. Oui. D'accord. Et Anne, toi, tu crois en quoi? Aux sirènes. À l'amour. Et Jean-Marc, il croit en quoi? Celle qui dépollue. C'est l'heure de l'apéro, qu'il est 20h25, il en a marre, ça fait une heure, ça devrait être terminé. Salut. Ouais, mais vous respectez pas du tout le timing quand je suis pas là, les filles. Tu manques. Salut. Allez, à dimanche prochain ou à mercredi, on verra. On va revenir en tout cas. Allez. Bon dimanche. Salut. Au revoir.